Chapitre 1. La fête d'été à Rose Hill. C'était un de ces jours de fin juin où la campagne anglaise semble se sourire. Les roses sont chargées de fleurs, l'air chaud mais adouci par une légère brise, et le vert du village, illuminé par les banderoles et les rires des enfants. Rose Hill, bien que plus grand que St. Mary Mead, portait en lui ce même mélange particulier d'intemporalité et de commérage, où les haies cachaient autant de secrets que les merles. La fête annuelle de l'été faisait la fierté du village. Elle avait été planifiée depuis des mois, des comités formés et reconstitués, des querelles réglées et ravivées, et maintenant, en ce samedi après-midi, le fruit de tous ces efforts était visible. On y trouvait des stands de confitures et conserves maison, du linge brodé, des livres d'occasion et l'inévitable table aux éléphants blancs, qui présentait un assortiment étonnant d'articles dont personne n'avait jamais rêvé, mais qu'on pouvait désormais se procurer pour 6 pence. Miss Jane Marple, confortablement assise sous un chapiteau rayé, une tasse de thé légère à la main, observait la scène avec son air habituel de léger intérêt. Elle n'était pas, à proprement parler, une résidente de Rose Hill, mais une vieille amie de Madame Witherby, la femme du pasteur, l'avait invitée à séjourner 15 jours. Miss Marple avait accepté avec un plaisir discret. Elle trouvait que les nouveaux villages offraient toujours des parallèles intéressants avec le sien, et Rose Hill, avec ses ruelles bien entretenues et son air prospère, ne faisait pas exception. Non loin de là, Madame Witherby s'affairait au stand de gâteaux, son bonnet de travers et ses joues rouges de chaleur et d'effort. Monsieur Witherby, grand et légèrement voûté, s'efforçait de maintenir l'ordre parmi les enfants qui réclamaient des glaces à l'eau. « C'est toujours pareil, » dit Madame Witherby en revenant précipitamment auprès de Mademoiselle Marple. « Tout est laissé au dernier moment, et je vous assure que si Madame Willoughby essaie de faire passer une éponge du commerce pour une éponge maison, je perdrai patience. » Miss Marple sourit faiblement. Elle avait déjà observé Madame Willoughby, une femme imposante aux perles presque trop lourdes pour son cou, se faufiler sur la table à gâteaux d'un air furtif. Miss Marple n'aurait pas qualifié cela de trompeur, mais plutôt de caractéristique. Les gens, se disait-elle souvent, se révèlent dans les plus petites actions. La fête se déroula comme à l'accoutumée. La fanfare de Marleycombe joua des morceaux de Gilbert et Sullivan. Les enfants exécutèrent des danses country en robe blanche et écharpe, et les paroissiens se disputèrent avec une ardeur bon enfant la partition d'une noix de coco. L'ambiance était légère, voire festive, jusqu'à un peu après 16 heures, lorsque la tante de la diseuse de Bonaventure devint le centre inattendu de l'attention. La diseuse de Bonaventure n'était autre que Miss Dora Belling, une femme d'âge incertain, qui portait trop de rouge et avait un penchant pour les foulards ostentatoires. Elle n'était pas originaire de Rose Hill, mais y avait loué un cottage 3 ans auparavant, et sa présence était plus que bienvenue. Certains la trouvaient amusante, d'autres la trouvaient légèrement désagréable. On l'avait persuadée, ou peut-être s'était-elle persuadée elle-même, de prédire l'avenir contre une somme modique, dont les bénéfices étaient destinés au fonds pour le toit de l'église. Une petite foule s'était rassemblée devant sa tente lorsqu'un vacarme se fit soudain à l'intérieur. Un cri aigu, le bruit d'une chute, puis le silence. Madame Witherby, avec l'instinct d'une femme de comité, se précipita en avant, écartant le rabat de la tente. Un instant plus tard, elle poussa un cri qui attira la moitié des invités à ses côtés. À l'intérieur, Miss Dora Belling était affalée sur la petite table, la tête inclinée de façon anormale. Un jeu de cartes gisait par terre, la dame de pique face visible sur l'herbe. Certains crurent d'abord qu'elle s'était évanouie, mais il devint vite et terriblement évident qu'elle avait fait quelque chose de bien pire. Son visage était pâle, ses lèvres bleutées, et il était impossible de se méprendre sur le calme qui l'enveloppait. La fête se transforma en chaos. Des mères anxieuses emmenèrent les enfants en hâte. Des hommes coururent chercher le médecin. Le vicaire se tordit les mains, impuissant. Quelqu'un mentionna la police, et un autre suggéra qu'il s'agissait peut-être de poison.
mais le pourquoi et le comment restèrent dans un tourbillon de spéculation. Miss Marple resta assise, silencieuse et pensive. Rien ne manquait à ses yeux bleu pâle. La façon dont Madame Willoughby serrait ses perles comme pour se protéger, le regard perçant échangé entre le jeune monsieur Henry Carter et l'institutrice, Miss Phelps, l'étrange expression de soulagement qui traversa, l'espace d'un instant, le visage du major Latham. Le médecin arriva 10 minutes plus tard, son sac noir à la main. Après un bref examen, il se redressa, les lèvres pincées. « Elle est partie », dit-il simplement. « Je ne peux pas en dire plus sans une enquête approfondie. Mieux vaut attendre l'inspecteur Graves. » Ce nom fit murmurer la foule. L'inspecteur Graves était bien connu dans le district, un officier compétent, mais qui, aux yeux de Miss Marple, se laissait souvent influencer par ce qu'elle aurait appelé les apparences. Tandis que la foule se déplaçait et que les rumeurs commençaient à prendre leur ampleur inévitable, Miss Marple sirota la dernière gorgée de son thé. Elle avait déjà vu de telles scènes, quoique rares lors de fêtes. La mort, elle le savait, frappait souvent les petits villages, sous le choc, mais enracinée dans de vieux motifs familiers. L'envie, la cupidité, l'amour ou la vengeance. Et déjà, bien que l'inspecteur ne soit pas encore arrivé, elle croyait voir sur les visages des villageois les ombres de secrets qui pourraient, avec le temps, s'avérer plus dangereux que la mort de Miss Dora Belling. Chapitre 2. Des tasses à thé et des sonnettes de téléphone. Le soir, un orage de discussions s'était abattu sur Rose Hill, aussi tangible que le temps. La fête, qui aurait dû se conclure par des tombolas et une fatigue salutaire, se dispersa en petits groupes aux portes des chaumières, murmurant dans la file d'attente de l'épicier, et des appels téléphoniques passés par des voix tantôt trop désinvoltes, tantôt trop enthousiastes. La pelouse de l'église, dépouillée de ses banderoles, paraissait étrangement nue sous un ciel qui avait pris le gris tendre d'un crépuscule d'été anglais. Mademoiselle Marple, reconduite au presbytère par Madame Witherby, qui marchait comme quelqu'un portant un plateau sur lequel tout pourrait glisser, s'assit avec son modeste souper sur un petit plateau, une tourte froide, un triangle de fromage du Cheshire et une tasse de chocolat. Le pasteur, grand et doux, ne mangea presque rien. Il ôta ses lunettes et les cira d'une manière qui n'améliora en rien leur clarté. « C'est affreux », dit-il d'un ton plus empreint de conscience que de choc. « Penser à un décès, et en plus à une fête religieuse. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable, Jane. » Miss Marple, qui n'encourageait jamais la culpabilité chez un homme déjà enclin à la culpabiliser, caressa l'air d'une petite main apaisante. « Je ne pense pas que Miss Belling aurait péri pour une leçon de théologie, Monsieur Wetherby. La mort est tellement indifférente au lieu. On se souvient du pauvre Monsieur Knight qui a succombé dans le vestiaire du Women's Institute lors d'une conférence sur le terreau. Ça, dit Madame Wetherby, c'était différent. Il avait le cœur fragile, et nous ne collections pas de fonds pour le toit. On dira que c'est un jugement. On le dira, Léonard. Tu sais bien qu'on le dira. Madame Willoughby a déjà laissé entendre, vraiment laissé entendre, que Rose Hill était trop moderne. Madame Willoughby, observa doucement Miss Marple, a tendance à faire des allusions dans la direction du vent qui convient à son chapeau. Du chemin parvint le bruit des pneus d'un vélo et une sonnette retentissant à 2 reprises. 1 minute plus tard, Ada, la bonne à tout faire des Wetherby, une fille lente, douce et qui résolvait les problèmes avec une éponge à récurer, fit entrer l'inspecteur Graves dans le petit salon. Il avait ôté son chapeau mais semblait toujours le porter. Quelque chose dans sa posture suggérait un bord. « Bonsoir, Monsieur Wetherby. Madame Wetherby. Miss Marple. » Il inclina respectueusement la tête. Il la connaissait, et cette connaissance le rendait à la fois reconnaissant et légèrement méfiant. « Je ne vous retiendrai pas. Je voulais confirmer vos dires et vous poser 1 ou 2 questions. » Madame Wetherby se redressa, les mains jointes, telle une écolière récitant des rivières. Elle répondit avec précision. La première fois qu'elle avait entendu le cri, qu'elle avait vu près de la tente, l'état de la table à l'intérieur. Il y avait une odeur,
ajouta-t-elle. Pas l'odeur agréable comme celle des violettes, amère comme celle des amandes, mais pas exactement. Beaucoup de gens disent amande dans ces moments-là, dit Miss Marple d'un ton pensif. C'est souvent l'esprit qui emprunte un mot qui lui tombe sous la main. L'inspecteur Graves ne fit aucun commentaire. Il avait un carnet et divisait une page d'un trait. Les visiteurs de la tente avant et après le cri. Nous avons une liste de Madame Bowditch à la caisse, Mademoiselle Phelps, l'institutrice, le jeune Henry Carter, agent immobilier, le major Latham, Madame Willoughby, et un garçon de Marleycombe qui a défié son ami de lui faire prédire l'avenir. Il y en a d'autres qui manquent à l'appel. Les gens errent à une fête. « Henry Carter » demanda doucement Madame Weatherby. « Sûrement pas. »« Sûrement pas quoi, madame ? Ce n'est sûrement pas le genre de jeune homme à... » Elle s'interrompit, le mot « meurtre » résonnant dans la pièce sans être prononcé. « Il est ambitieux, certes, mais gentil. » Les yeux de Miss Marple étaient très bleus à la lumière de la lampe. Les jeunes gens bien castent parfois des choses, mais ce ne sont pas souvent des os qu'ils brisent. Le crayon de l'inspecteur marqua un petit astérisque. Le médecin est évasif comme il est habitué à l'être. Il évoque une asphyxie ou un empoisonnement. Il y a une congestion des vaisseaux et les lèvres présentent une teinte bleutée. Nous avons sécurisé la tente et son contenu. Il y avait des cartes, comme vous l'avez vu, et une petite bouilloire sur une lampe à alcool. Elle préparait une tisane à ses clients, semble-t-il. Des tasses et des soucoupes, dont 2 usagées. Un petit tas de charmes et de bibelots pour le magnétisme, ce qui signifie beaucoup de bêtises. Et une soucoupe avec une trace de quelque chose qui ressemble à de la poudre mélangée à de l'eau. Madame Weatherby frissonna si fort que la porcelaine sur le plateau de Miss Marple fit un bruit sec. Horrible. J'ai toujours dit que la voyance était malsaine. Dora Belling était... Oh, il ne faut pas dire du mal des morts. Mais elle était trop contente d'être remarquable. Y avait-il des clés ? Demanda Miss Marple. Elle le dit presque négligemment. L'inspecteur Graves tourna la tête. Des clés ? Pour la boîte sous la table, dit Miss Marple. Elle avait une serrure. Certaines malles de voyage en ont une, très démodée, et souvent avec une serrure particulière. Miss Belling y aurait rangé son sac à main et autres, j'imagine. Les gens qui manipulent de l'argent sont prudents, même dans les villages. L'inspectrice toussa d'une voix qui lui concédait un petit point. Il y avait une malle, fermée à clé. On s'en occupera demain matin. Inutile de forcer sous les yeux de la moitié de la paroisse. Les clés... Enfin, elle avait un trousseau dans son sac à main. 4 clés dessus, 2 Yale, une petite décorative qui n'ouvrait pas une boîte à biscuits et une vieille boîte en fer. « Et est-ce que l'une d'elles allait ?» demanda Miss Marple très doucement, comme une tricoteuse comptant ses mailles à voix haute. Le crayon de Graves s'arrêta. « Non, dit-il. En fait, ils ne l'ont pas fait. Mais cela ne veut peut-être rien dire. La maison de madame aura ses clés. On s'attend à du changement. Bonne soirée. » Il partit avec une légère inclinaison de la tête, le bord du chapeau invisible. Lorsque la porte se fut refermée et que les pas lourds d'Ada s'éloignèrent, madame Weatherby se pencha vers mademoiselle Marple. « Jane, pourquoi as-tu demandé des clés ?»« Parce que, ma chère, dit Miss Marple, j'ai vu le trou de serrure, et on oublie souvent que les serrures ont une personnalité. C'est une remarque un peu bête, sans plus. Mais je serais curieuse de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Pas des bijoux, je crois. Miss Belling portait ce qu'elle possédait. « Pensez-vous, demanda le vicaire, que quelqu'un avait l'intention de faire cela ?» Le sourire de Miss Marple était presque tendre. « Je pense, Léonard, que les gens ont des intentions très diverses, et que chacune d'elles peut être confondue avec une autre. S'il y a du poison, eh bien le poison ne pénètre pas dans une personne sans moyens. Et les moyens sont des choses tellement ordinaires. Une tasse de thé, un bonbon, une petite friction sur un doigt. » Madame Weatherby frissonna. « Oh, ne dites pas de telles choses. Cela rend méfiant envers tout. »« Fais confiance à ton thé, ma chère, » dit Miss Marple, « et méfie-toi de tout nouvel ami qui te recommande un remède miracle. » À 10 heures, le téléphone commença à sonner. Rose Hill, comme tous les villages,
possédait un système nerveux central officieux, le central téléphonique et la jeune femme qui le gérait. Ici, cette personne était mademoiselle Doris Peabody, qui connaissait la voix de chacun et une bonne partie de leurs affaires. Madame Witherby prenait les appels avec ce mélange de charité et d'appétit que possèdent toutes les bonnes épouses de pasteurs. Oui, Madame Dacres, terrible. Non, la tombola est reportée. Oui, Mademoiselle Belling est morte. Non, son esprit ne s'est pas envolé dans une flamme violette. J'en suis sûre, Madame Dacres. Non, je ne peux pas dire qui a fait ça. Entre deux visites, Miss Marple s'enquérait de Miss Belling, comme un tricoteur s'enquiert de la qualité d'une laine. Les gens, pensait-elle, mouraient rarement sans laisser de petites traces, des fils accrochés aux haies. Elle venait de l'autre côté de Birmingham, je crois, dit Madame Witherby. Elle a pris Rose Cottage lorsque les pauvres monsieur et Madame Fellows ont emménagé chez leur fils à Willowbrook. Elle avait une pension et faisait un peu de consultation pour les relations amoureuses, les affaires, etc. Elle tirait les cartes et les lignes de la main. Bien sûr, la plupart du temps, c'était des conversations. « Parler », répéta Miss Marple. « Oui. Et on paie pour être écouté, ce qui n'est pas toujours synonyme de conseil. Avait-elle des amis? Pas vraiment. Le genre de femme qui collectionne les connaissances comme des cuillères. Il lui arrivait d'inviter quelques-unes d'entre nous à prendre le thé. Madame Willoughby y est allée une fois et est revenue avec la façon la plus horrible de dire « chérie » à la fin des phrases. Oui, chérie, non, chérie, comme si elle l'avait acquis avec la facture du gâteau. Mademoiselle Phelps y allait plus souvent. Je pense que Madame Belling appréciait sincèrement Madame Phelps. Et elle et le major Latham étaient, disons, amicaux. Madame Witherby hésita. Il y avait une rumeur selon laquelle elle lui aurait prêté de l'argent. Il jouait aux cartes, vous savez, à son époque. On déteste y penser. Le major était avec le régiment en Inde, expliqua le vicaire, comme si cela clarifiait autant les questions de jeu de cartes que de caractère. Il a l'honnêteté d'un soldat. Les aiguilles de Miss Marple, en acier brut, manipulées avec la légèreté d'une baguette magique, s'agitaient. Les soldats, comme les épiciers, sont très différents. Le lendemain matin apporta un beau soleil, et les hommes de l'inspecteur Graves avec eux. La tente sur la pelouse, dont les rabats étaient fermés comme des châles contre les courants d'air, paraissait indécente en plein jour, comme le sont tous les spectacles lorsque la scène est trop éclairée. Le village était maintenu à distance raisonnable par un agent de police, un bâton d'autorité à la main. Néanmoins, ils se déployaient en petits groupes à la limite, chaque groupe étant son propre moteur à commérage. Miss Marple, marchant lentement avec son ombrelle, malgré l'absence de soleil, s'arrêta au bord de ce cercle murmurant. Elle fut bientôt rejointe par Madame Dacres, chapeau, pétunia et habitude de baisser la voix au mauvais moment, et par Monsieur Crosby, le boucher, dont les opinions pesaient lourd. On dit, confia Madame Dacre, qu'il y avait 2 tasses dans la tente, et que l'une d'elles était tachée, comme si quelqu'un y avait versé quelque chose et ajouté de l'eau pour la dissoudre. Mais j'ose dire que c'est absurde. Les gens font tout un plat des taches. Les taches, dit M. Crosby, ne viennent pas par magie. Croyez-moi, il y a forcément un homme au fond de tout ça. Ou une femme, dit Miss Marple d'un ton aimable. Nous excellons dans les tasses à thé. L'inspecteur Graves sortit de la tente et s'essuya le front avec son mouchoir, à la manière d'un homme qui ne transpire pas et qui se laisse aller à l'humidité. Il aperçut Miss Marple, hésita puis s'approcha d'elle, attiré aussi sûrement qu'une aiguille par un aimant. « Nous avons ouvert le coffre, dit-il sans préambule, avec un serrurier. Vous aviez raison, la serrure était démodée. À l'intérieur, des papiers, des lettres, surtout, attachées avec un ruban comme des secrets de femmes, et un petit livre, une sorte de registre, des noms et des petites sommes, et aussi un trousseau de clés, 11, toutes différentes, en laiton, en fer, une Yale, une petite clé de placard, et aucune ne correspond à la serrure du coffre que nous venons d'ouvrir. » L'ombrelle de Miss Marple pivota légèrement et agréablement. « Oh, dit-elle, c'est très intéressant. Nous avons également trouvé,
poursuivit Graves d'un air sombre. Un double de la clé de la porte arrière de la maison du major Latham, avec son nom sur une étiquette en papier, et une clé marquée « Rose Cottage, bureau ». Le bureau de son cottage, remarquez, est un bureau à cylindre avec un Yale plutôt soigné. La clé n'est pas ça. Bref, des clés qui ne correspondent pas à ce qu'elles prétendent être. Mademoiselle Marple, avez-vous parfois l'impression que les gens organisent leur vie comme des tiroirs d'occasion? Une chose en soi. Constamment, dit Miss Marple. Moi, par exemple, je range mes épingles à chapeau dans le bocal à cuillère en os. C'est le seul moyen de m'assurer que personne ne les prenne pour des brochettes. La bouche de l'inspecteur se contracta malgré lui. Regardez. Belling avait des lettres de la moitié de la paroisse. Certaines ressemblent à des appels à l'aide, d'autres à des confessions, et d'autres encore. D'autres encore sont les petits mots méchants d'une femme qui a découvert qu'être remarquable est plus payant quand les autres ont peur. Il y a un mot pour ce comportement. Chantage, dit Miss Marple. Elle le prononça avec délicatesse, comme s'il s'agissait du nom d'un prêtre étranger. Justement. Graves jeta un coup d'œil au groupe de villageois comme si leur nom était déjà classé par ordre de culpabilité. La liste de ces visiteurs d'hier est pratique. L'un d'eux, je crois, est venu mettre un terme à ces lettres. Mademoiselle Phelps? Non. Le major, possiblement. Madame Willoughby? Plus que probablement. Et le jeune homme, Carter? Certainement possible. Monsieur Carter? Miss Marple tourna un visage doux vers la route, où le jeune agent immobilier arrivait à grands pas, pâle, la mâchoire serrée, chapeau à la main. Il y avait quelque chose d'obstiné dans sa démarche, comme s'il avait décidé de courir avec respect. Pauvre garçon, il a l'air de quelqu'un qui a essayé d'attraper une assiette qui tombe et qui est convaincu que tout le monde pense qu'il l'a lancée. Graves émit un petit grognement. Il est entré dans la tente juste avant le tumulte. Il a été aperçu par 2 personnes. Il en est sorti précipitamment, et des témoins affirment que mademoiselle Belling était encore en vie à ce moment-là. Il affirme n'avoir jamais touché à la théière. On verra bien. Sa relation avec l'institutrice est peut-être compliquée. Je ne suis pas fan des romances villageoises, mademoiselle Marple, mais elles ont tendance à s'entremêler avec le crime. Il fera une déposition. Des complications, murmura Miss Marple, repensant au regard échangé entre eux deux à la fête, le regard de jeunes gens tiraillés entre la fierté et une sorte de peur. Et Miss Phelps? Mademoiselle Phelps a du cran. Elle dit que mademoiselle Belling l'avait récemment conseillé. Conseiller n'est pas le mot exact qu'elle a utilisé. Interférer serait plus proche. Elle a dit à la femme Belling de la laisser tranquille. Cela ne fait pas d'elle une meurtrière, mais cela ne fait pas d'elle une amie. Quant au major Latham, il affirme n'avoir jamais emprunté d'argent, et que s'il l'avait fait, il le rembourserait honorablement. Il affirme également n'avoir jamais été sous la tente. Madame Willoughby admet y être allée, mais affirme être partie furieuse parce que mademoiselle Belling lui a dit que « les perles ne vont pas à une femme honnête ». Je ne prétends pas comprendre. Cela, dit Miss Marple, n'est que de l'intelligence, ce qui n'est pas l'intelligence que reconnaissent les gens sages. Madame Willoughby serait plus offensée par l'insinuation que ces perles ne lui seyaient pas que par une quelconque accusation de mensonge. C'est tout à fait ça, répéta Graves, mais avec moins de satisfaction. Il fut appelé par un agent de police après avoir découvert un petit morceau de papier enroulé sous le pied de la table de la tente. Un de ces paquets triangulaires que les épiciers utilisent pour les épices. Il contenait des cristaux d'apparence tout à fait ordinaires, comme du gros sel. Quelqu'un l'avait donné un coup de pied par accident, et une petite trace avait marqué l'herbe. Graves fit signe au médecin, qui renifla et fit la grimace d'un homme devant un chou bouilli. De nouveaux murmures se firent entendre autour du périmètre, et le périmètre se rapprocha légèrement. Miss Marple observait, non pas le centre où les hommes se penchent sur les preuves, mais les marges, là où la vérité tente souvent de s'échapper. Madame Willoughby resplendissait dans son blanc offensé. Elle s'adressait à qui voulait l'entendre avec la majesté de celle qui sait vivre dans une maison à l'allure imposante. Le major Latham se tenait très droit, les épaules un peu trop fermes. Et Miss Phelps,
Miss Phelps paraissait fatiguée. On aurait pu croire qu'elle avait veillé tard pour corriger des dissertations. Elle portait les chaussures confortables de sa profession et l'expression d'une femme qui défend l'invisible à chaque instant. « Oui, » dit Miss Marple, s'adressant plus au parasol qu'à quiconque. « Il est là, je crois. Qu'y a-t-il, Jane ?» Madame Wetherby s'était rapprochée, attirée par l'habitude vers la personne la plus susceptible de la voir. « Un fossé, » dit Miss Marple, « entre la façon dont les choses sont étiquetées et ce qu'elles ouvrent réellement. » De retour au presbytère, la matinée se transforma en une journée de visite. Certains arrivèrent avec des sandwichs aux concombres et un air serviable. D'autres arrivèrent les mains vides et repartirent avec quelque chose. Miss Marple resta assise, repliée sur elle-même, et laissa les conversations passer, capturant et retenant ce qui ne ressemblait pas à de l'écume. De Madame Dacres, que Mademoiselle Belling avait un jour reçu un visiteur de Londres, un gentleman aux chaussures cirées, qui avait élevé la voix dans la ruelle. De M. Crosby, Henry Carter avait négocié la vente d'une petite parcelle de terrain au bout de Rose Meadow, une vente compliquée par un ancien droit de passage que personne ne pouvait trouver sur papier, mais dont tout le monde se souvenait. De Miss Peabody au Central, par l'intermédiaire de Madame Wetherby, qui ne citait jamais mais se souvenait parfois, que Miss Belling avait passé 3 appels longue distance au cours des 2 dernières semaines, Birmingham, Londres, et un numéro répertorié à la caserne de Marlaycombe, qui n'avait pendant toutes ces années qu'un personnel réduit. Dada, que Mademoiselle Belling achetait ses épingles à cheveux chez Madame Todd plutôt qu'au comptoir de la femme de M. Crosby, ce qui était méchant, car Madame Todd met toujours des épingles supplémentaires si vous posez des questions sur son fils qui était facteur. De ces bagatelles et d'autres, Miss Marple avait un petit tas de miettes. Pas encore un gâteau, mais, pensait-elle, suffisant pour nourrir un oiseau patient. Dans l'après-midi, l'inspecteur revint. Il avait l'air d'un homme dont le puzzle lui avait fourni trop de pièces couleur ciel, et pas assez de toits de chaumière. « Du poison, » dit-il sans cérémonie, « de l'acide cyanhydrique. Le médecin est confiant. Il a été pris sous la tente, et peu de temps avant sa mort. Cette tisane, quelle que soit la bêtise qu'elle était préparée, était dans la tasse. La poudre dans ce papier enroulé était le sel qui la transportait. Des cristaux. Elle a dû la boire sans grand-chose. Il y avait une odeur, comme l'a dit Madame Wetherby. Carter dit qu'il n'avait pas bu de thé. Il dit qu'il était resté moins d'1 minute sous la tente pour rapporter quelque chose. « Rendre quoi ?» demanda Miss Marple. « Une clé, » dit Graves. Il dit que Mademoiselle Belling avait emprunté la clé d'un vieux cabanon sur le terrain de M. Dacres. Carter gère un droit de passage là-bas, et qu'elle a rendu la mauvaise. Il dit avoir appelé pour la lui rendre. La clé qu'il a apportée était étiquetée de la main de Mademoiselle Belling, Rose Meadow, Shed, et elle ne rentre dans aucune serrure du pré. J'ai essayé. Il dit que Mademoiselle Belling avait une passion pour les clés. Certaines femmes le pensent, murmura Miss Marple. Elles pensent, à tort, que tenir une clé, c'est tenir une personne. Carter n'est pas convaincant, poursuivit Graves. Il est nerveux, ce qui était naturel, et obstiné, ce qui n'est peut-être pas le cas. Il refuse d'expliquer pourquoi il a dû ouvrir le hangar si vite. Il refuse de dire quel papier il avait dans sa poche en entrant, car 2 personnes l'ont vu y en mettre un. Et Miss Phelps ? Le ton de Miss Marple était décontracté. Elle dit qu'elle est allée dire à Mademoiselle Belling d'arrêter d'écrire des lettres. Elle n'a pas voulu en dire plus. C'est une fille têtue, Mademoiselle Marple, et je le dis avec respect. Le major... Eh bien, le major est à l'étranger depuis 2 jours, semble-t-il, et n'est revenu que pour la fête. Ça marche. Madame Willoughby. Il laissa cela en suspens. Écoutez, je vais probablement devoir arrêter quelqu'un si je veux éviter que ça ne tourne à la foire. Le jeune Carter est ce qui se rapproche le plus d'un suspect, lié à la coupe, à la tente et au temps. Je ne dis pas que je le ferai, mais si vous avez quelque chose à dire contre, dites-le maintenant. Miss Marple pencha la tête. Elle examina le motif du tapis du salon. Des roses enroulées autour d'un motif central, tel un rayon de soleil. Les gens, dit-elle enfin, boivent rarement du poison préparé pour quelqu'un d'autre, à moins de penser qu'ils ne le font pas. Si Miss Belling a préparé la tisane pour elle-même, pourquoi y a-t-elle mis du poison ?
Si quelqu'un d'autre l'a préparé pour elle, pourquoi l'a-t-elle accepté? Si quelqu'un mettait le poison là où il pouvait être ajouté facilement et sans s'en rendre compte, il fallait être sûr que la bonne tasse serait utilisée par les bonnes lèvres. La bonne tasse, répéta Graves. Oui. Il y avait 2 tasses, et l'une d'elles avait une petite fissure à l'anse. Les empreintes digitales de la défunte sont sur les 2. Il y a aussi des traces indéchiffrables. Et les clés, dit doucement Miss Marple. Inspecteur, si vous trouvez un trousseau de clés qui ne convient pas, ne présumez pas qu'il s'agit de fausses clés. Considérez plutôt que les serrures sont ailleurs. Graves la regarda avec cette gratitude exaspérée qu'elle provoquait toujours chez les hommes sensés. Ailleurs, dit-il. C'est une grande paroisse, Miss Marple. Oh, dit Miss Marple, presque amusée. Plus grande que vous ne le pensez, et plus petite aussi. Les gens gardent leurs vraies mèches bien près d'eux, inspecteur. Seules les étiquettes errent. Après son départ, Madame Weatherby vint s'asseoir à côté de Mademoiselle Marple, comme si la proximité pouvait donner chaleur et assurance. Il arrêtera Henry, dit-elle d'un ton mécontent. Et si Henry est innocent, alors la vérité sera plus encline à se révéler, répondit Miss Marple. La culpabilité déteste les chaises vides. Elle s'y installera et protestera haut et fort qu'elle a un billet pour un autre endroit. Ce soir-là, le village avait l'air d'une scène entre 2 actes. Les rideaux étaient tirés tôt, le bruit des radios s'était réduit à des murmures. La lampe de vélo du pasteur oscillait comme une étoile lointaine, tandis qu'il prenait un appel à une paroissienne. Miss Marple était assise près de la fenêtre, tricotant, et laissait son regard vagabonder sans en avoir l'air. De Rose Cottage chez Miss Belling, aucune lumière n'apparaissait. Chez le major Latham, une ombre traversait et repassait le rideau tiré à une allure qui trahissait un homme qui mesurait les tapis au pas. À l'école, une seule lampe brûlait puis s'éteignait, et Miss Marple imaginait Miss Phelps à son petit bureau, la tête entre les mains. Ada entra maladroitement avec le plateau de chocolat. « Pardon, mademoiselle, dit-elle, mais M. Carter est déjà passé par la porte de derrière, 2 fois. Il n'a pas frappé. Il est resté planté là, comme s'il avait oublié comment frapper. »« Pauvre garçon, dit Miss Marple en se levant, sans toutefois vouloir l'intercepter. Certaines personnes ne sont pas soulagées par le réconfort au mauvais moment. Elle se dirigea plutôt vers le bureau et sortit du petit tiroir le bric-à-brac que recèlent toujours les presbytères. Élastique, plume, trombone. Elle disposa les trombones en une petite chaîne et sourit du plaisir insensé que cela procurait. Puis elle les réorganisa pour former une petite clé. On pouvait, songea-t-elle, trouver du réconfort dans les symboles, d'une manière dont on était trop fier pour le faire. Alors qu'elle les posait, le téléphone sonna. Madame Weatherby, avec cette vivacité qui suggère qu'une femme est toujours une meilleure secouriste que la brigade, décrocha le combiné. « Oui, oui, Doris. »« Oh, oh, ma chérie. » Elle se tenait debout, le combiné à moitié couvert, et s'adressa doucement à Miss Marple. « Jane, il y a eu un cambriolage à Rose Cottage. La police est en route. » Les mains fines de Miss Marple se refermèrent comme des pétales. « Ah, dit-elle, alors nous saurons bientôt laquelle de ces clés n'était pas prévue pour aller, et laquelle, en effet, l'était. » Chapitre 3. Le loquet cassé. La nouvelle du cambriolage de Rose Cottage se répandit à Rose Hill avec une rapidité étonnante. Avant minuit, chaque salon et chaque arrière-cuisine en avait une version. Un rôdeur pris en flagrant délit avec un sac, des cambrioleurs de Marlécombe, un forçat évadé de Dartmoor, même si les raisons pour lesquelles on s'aventurerait à Rose Hill restaient floues. La vérité, comme souvent, était bien plus subtile et bien plus étrange. L'inspecteur Graves arriva au cottage juste au moment où l'agent posté à l'extérieur donnait l'alerte. La porte de derrière, une modeste structure en bois à la peinture écaillée, avait été forcée. La serrure était restée curieusement intacte, comme si l'intrus n'avait pas eu besoin de s'en préoccuper. Une fenêtre avait également été ouverte, mais Graves soupçonnait que cela avait été fait après coup,
pour suggérer une entrée maladroite. À l'intérieur, les pièces étaient perturbées. Aucun tiroir n'avait été ouvert, aucun objet de décoration brisé. Le désordre était manifeste. Le bureau du salon avait été fouillé avec précision, les papiers éparpillés mais non détruits, comme si le visiteur cherchait quelque chose d'assez précis. Miss Marple, amenée par la femme du vicaire sous prétexte de soutenir le pauvre inspecteur, se tenait sur le seuil. Elle refusa d'entrer sans permission, mais son regard, pâle et perçant, parcourut la scène. « C'est curieux, dit-elle doucement, comme on peut toujours savoir quand une maison a été fouillée par son propriétaire. Les étrangers savent rarement quels endroits valent la peine d'être visités. » Graves la regarda en plissant les yeux. « Suggérez-vous que la Belling a elle-même mis en scène son cambriolage ? » ?»« C'est peu probable, car elle est incapable de mettre en scène quoi que ce soit pour le moment. »« Oh non, » répondit doucement Miss Marple, « mais si quelqu'un connaissait les tiroirs, savait comment elle conservait sa correspondance, alors cette personne était déjà venue ici, peut-être souvent. » L'inspecteur grogna. Sur le bureau se trouvaient les lettres éparses, le petit registre avec les noms et les sommes, et, chose singulière, une enveloppe vide au bord déchiré. Elle ne portait aucune adresse, seulement une note au crayon. Clé. Gardez-les en sécurité. La découverte de cette enveloppe donna un nouvel élan à l'enquête. Quelle clé? Et où était-elle maintenant? Certainement pas parmi celles de l'anneau retrouvé dans le coffre, ni dans le plat posé sur la table d'entrée, où n'importe quel propriétaire aurait pu jeter des morceaux de métal. Les clés qui ne rentraient pas se multipliaient, et avec elles les soupçons. Murmure du village. Le lendemain matin, Rose Hill bourdonnait d'activité. À la poste, Madame Dacre s'assura à qui voulait l'entendre qu'elle avait aperçu une silhouette sombre quitter le chemin près du cottage peu avant 11 heures. L'ombre, d'après les récits de l'après-midi, avait atteint la taille du major Latham, la silhouette voûtée de M. Carter, et même, une fois, le châle de Mademoiselle Phelps, selon la personne qui racontait. Madame Willoughby, pâle mais magnifiquement tragique dans son voile de deuil, non pas pour Dora Belling, mais par pudeur, laissa entendre que certains avaient plus à cacher que d'autres. Pressée de questions, elle se tut, laissant ses auditeurs compléter les blancs avec enthousiasme. À l'école, Mademoiselle Phelps travaillait, les lèvres pincées et le regard las. Les enfants rapportèrent qu'elle les interpellait sèchement à propos de leurs calculs et qu'elle avait laissé tomber sa craie 3 fois en une matinée. Pendant ce temps, le jeune Carter se dirigeait à grands pas vers la gare de Marleycombe, pour revenir 1 heure plus tard sans avoir pris le train. Il marchait d'un pas rapide, tête baissée, comme poursuivi par quelque chose de moins visible que des agents de police. Observation silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans le petit salon des Witherby, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle n'avait fait aucune déclaration théâtrale, ni donné aucun conseil, mais elle réfléchissait attentivement, à sa manière calme. Le cambriolage n'avait pas pour but de s'emparer d'objets de valeur. C'était évident. Les bijoux de Mademoiselle Belling, tels qu'ils étaient intacts. Il n'y avait pas d'argent manquant. On cherchait un papier, un écrit, ou peut-être une clé. « Des serrures et des clés », murmura Miss Marple en posant son ouvrage. « C'est souvent le cas, n'est-ce pas? Ce que nous pensons être la protection de nos secrets est précisément ce qui nous trahit. » Madame Witherby leva les yeux de sa broderie. « Jane, tu as dit quelque chose ?» Mais Miss Marple se contenta de sourire et de secouer la tête. Une découverte suspecte. 2 jours plus tard, l'inspecteur Graves revint au presbytère. Il paraissait fatigué, son col flétri malgré la fraîcheur matinale. « Il y a eu des développements », a-t-il annoncé sans préambule. « Le jeune Carter est en détention. » Madame Witherby laissa échapper un cri de surprise. « Non! Henry Carter? Sûrement pas. » Graves serra les dents. « On l'a encore vu hier soir près de Rose Cottage. L'agent Price l'a interpellé. Il a filé. C'est de la culpabilité si j'en ai jamais vu. »« Ou la peur, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Les jeunes courent souvent alors qu'ils devraient rester immobiles. »« Que faisait-il là, inspecteur ? » « Il prétend être venu chercher un papier qu'il avait laissé à Mademoiselle Belling. »
Il parlait d'un acte notarié, d'un bail. Mais l'histoire change à chaque fois. Il n'avait rien à faire là, et certainement pas 2 fois. Miss Marple croisa les mains. Des actes, des baux, des remises et des clés qui ne rentrent pas. On pourrait presque croire, inspecteur, que notre pauvre Miss Belling collectionnait plus que des ragots. Peut-être collectionnait-elle des biens, juste des petites parcelles, comme une pie. Graves la regarda, mi-curieux, mi-irrité. « Et qu'en penses-tu » Miss Marple sourit faiblement. Seulement que ceux qui accumulent des bribes, lettres, clés, promesses, finissent souvent par posséder plus d'objets qu'il n'est raisonnable de le faire, et que parfois, quand on possède trop de clés, quelqu'un d'autre se met à vouloir tourner la bonne en premier. Chapter 4. Suspicion and alibi. Le village de Rose Hill s'éveilla le lendemain matin dans une atmosphère aussi âpre que le vent d'Est. Ce n'était pas seulement une femme qui avait été assassinée, c'était un jeune homme, si présent dans la vie quotidienne du village, qui était désormais accusé. Henry Carter avait été vu en train de louer des appartements, de faire du vélo dans les ruelles, de prendre le thé avec la fille Phelps. Et maintenant, aux yeux de beaucoup, il était un criminel. Dans la boucherie, M. Crosby secoua la tête en dégustant un rôti d'agneau. « Une mauvaise affaire », déclarait-il à ses clients du matin. « Et croyez-moi, ils diront qu'il était malin. Tous les criminels sont malins après coup. » Madame Dacres, qui achetait des côtelettes, se pencha avec confidence. Il était toujours trop impatient. Il souriait trop vite, parlait trop vite. Je ne me fie jamais à l'impatience. Ça ressemble à de la vertu, mais ça cache de l'impatience. Au moment où la dernière côtelette fut coupée, Carter était coupable de 3 manières différentes. Par excès d'empressement, par ambition et par une affection suspecte pour Miss Phelps. Miss Marple prend le thé. Miss Marple, cependant, réserva son jugement. Elle était assise cet après-midi-là dans le salon du presbytère, un plateau de scones entre elle et Miss Phelps. La jeune institutrice avait accepté l'invitation à contre-cœur, mais une fois dans la petite pièce silencieuse, elle sembla apprécier le calme qui régnait. « Ne soyez pas trop abattue, ma chère, » dit doucement Miss Marple, le regard brillant et bienveillant. « Le monde est toujours prompt à condamner, mais moins disposé à prendre en considération. » Miss Phelps serra les mains. « Il pense que c'est lui, Miss Marple. L'inspecteur a failli me le dire en face. Mais Henry n'est pas un criminel. Il est fier, oui, et parfois téméraire, mais pas un tueur. » Miss Marple versa du thé, remarquant à quel point la voix de Miss Phelps tremblait le plus au mot fier. « L'orgueil est un couteau bien aiguisé, ma chère, mais il n'est pas toujours aussi tranchant qu'on le craint. » Mademoiselle Phelps leva le menton. Il était seulement à Rose Cottage pour récupérer un acte. Dora Belling avait promis de le garder pour lui, des papiers concernant Rose Meadow. Elle aimait bien confier des choses aux gens. Je lui ai dit qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Et pourtant, il l'a fait. Le ton de Miss Marple était doux, sans accusation. C'est souvent le cas des jeunes hommes. Ils croient que la force réside dans l'audace, et non dans la prudence. Les yeux de mademoiselle Phelps se remplirent soudain de larmes. Elle l'a menacé. Je sais qu'elle l'a fait. Elle lui a dit qu'elle avait des lettres qui pourraient le ruiner, et que s'il... Elle s'interrompit. Je ne peux pas en dire plus. Miss Marple lui tapota la main. Alors ne le fais pas, ma chère. Parfois le silence est plus éloquent que les mots. Mais n'oublie pas, la vérité finit toujours par éclater, qu'on le veuille ou non. L'affaire de l'inspecteur Graves. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves convoqua une petite réunion au bureau du gendarme, invitant le vicaire, le major Latham et madame Willoughby comme témoins. Mademoiselle Marple, discrète, était assise dans un coin, comme si elle faisait partie du décor. « L'affaire est simple, » commença Graves. « Mademoiselle Belling est morte d'un poison administré sous sa tente. Le jeune Carter a été vu avec elle juste avant son décès. Il est retourné à son chalet à plusieurs reprises par la suite, manifestement pour récupérer des éléments compromettants. Nous l'avons trouvé là-bas la nuit dernière. Il prétend être en quête d'un acte de corruption. Je vous le dis à tous,
Pourquoi ne pas l'admettre tout simplement dès le départ? Pourquoi fuir? Le major Latham se hérissa. Parce que c'est un jeune imbécile, voilà pourquoi. Fuir ne fait qu'empirer les choses. Enfin, quelle piètre performance. Madame Willoughby poussa un petit soupir tragique. On l'a toujours trouvé trop moderne. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que le monde leur appartient. Mais un meurtre? Oh, c'est affreux d'y penser à Rose Hill. Vraiment affreux. L'inspecteur ferma son carnet. À moins que de nouvelles preuves ne soient présentées, j'ai l'intention de porter plainte. Nous ne pouvons pas laisser les rumeurs et la peur perdurer. À ces mots, Miss Marple leva la tête, ses aiguilles à tricoter en l'air. Mais, inspecteur, dit-elle doucement, vous parlez de rumeurs et de peur, et pourtant ce sont précisément ces rumeurs qui constituent de piètres preuves. Pardonnez à une vieille femme, mais n'est-il pas curieux qu'une femme qui possédait tant de clés soit retrouvée morte, et que les clés qu'elle gardait soient les mauvaises? Graves fronça les sourcils. Que voulez-vous dire, Miss Marple? Seulement ceci, dit-elle, ses aiguilles cliquetant à nouveau. Si je voulais cacher quelque chose, je pourrais l'étiqueter honnêtement et le cacher soigneusement. Mais si je voulais induire en erreur, je le ferais faussement et le laisserais là où quelqu'un serait sûr de le regarder. Mademoiselle Belling était assez intelligente pour ça. Il y eut un silence. Le major Latham s'agita sur son siège. Madame Willoughby serrait ses perles, et l'inspecteur, bien que sceptique, nota une petite note dans son carnet. Une visite à Rose Cottage. Ce soir-là, tandis que le village observait derrière les rideaux, Miss Marple demanda à Madame Witherby de l'accompagner jusqu'à Rose Cottage. Elles trouvèrent le gendarme de service, un jeune homme dont les oreilles rougissaient lorsqu'on lui adressait la parole. Miss Marple, avec son charme désarmant habituel, le persuada de les laisser observer l'allée du jardin. « Il n'y a rien de remarquable, bien sûr, » murmura Miss Marple en se baissant avec une agilité surprenante pour examiner la terre. « On ne remarque que des choses comme la façon dont un homme lourd marche différemment d'un homme léger, et comment les chaussures s'usent d'une manière que les pieds ne peuvent dissimuler. »« Que vois-tu, Jane ?» murmura Madame Witherby. « Seulement que quelqu'un est venu ici plus d'une fois cette nuit, » répondit Miss Marple, « et que les chaussures n'étaient pas celles de Carter. » Elle se redressa, son ombrelle tapotant le sol. « Non, pas du tout celles de Carter. » Le murmure des secrets. Cette nuit-là, le silence régnait à Rose Hill, mais ce silence n'était pas la paix. Les rideaux tremblaient, et les lampes brûlaient plus longtemps que d'habitude. Des lettres brûlaient dans les cheminées, des journaux intimes étaient sous clé, et un ou deux villageois restaient éveillés, répétant ce qu'ils pourraient dire si l'inspecteur venait. Miss Marple, assise près de la fenêtre de sa chambre au presbytère, s'accorda un instant de réflexion. Henry Carter pourrait bientôt être arrêté, mais sous la surface du village coulait un autre courant, celui des secrets, des mensonges, et surtout des clés qui ne cadraient pas. Et c'est dans ce curieux décalage, Miss Marple le savait, que la vérité serait finalement découverte. Chapitre 5. Une deuxième perturbation. Le lendemain matin se leva humide et maussade, ce genre de journée grise anglaise qui semble écraser les nuages sur le chaume. Miss Marple ouvrit ses rideaux sur une fine bruine, et un village déjà en pleine effervescence. La rumeur, telle la brume, s'était infiltrée dans chaque ruelle. L'arrestation d'Henry Carter n'avait pas calmé la paroisse, elle avait simplement aiguisé leur appétit. À la table du petit déjeuner du presbytère, le vicaire a déplié le chronique quotidienne, avec des mains qui tremblaient légèrement. Madame Witherby versait le thé avec plus de force que de grâce. « C'en est trop, Léonard, » déclara-t-elle. « D'abord un meurtre, puis un cambriolage, et maintenant, Dieu nous garde, un nouvel attentat. » Miss Marple leva les yeux de son toast, l'air doux. « Encore un outrage, ma chère. » Madame Witherby reposa la théière avec un tintement décisif. « Prairie des roses. Quelqu'un s'est introduit dans la vieille remise à outils pendant la nuit. Monsieur Dacres a trouvé la porte grande ouverte à l'aube, la serrure soigneusement crochetée. Rien de volé apparemment, mais tout s'est retourné comme si un vent violent était passé.
Une autre clé, murmura Miss Marple presque pour elle-même. La scène à Rose Meadow plus tard, dans la matinée. Un petit groupe de villageois se tenait au bord de Rose Meadow, tels des spectateurs au théâtre. Le hangar était une structure basse, usée par les intempéries, dont les poutres étaient noircies par le temps et la pluie matinale. L'agent Price maintenait la foule à distance polie, tandis que l'inspecteur Graves, accroupi sur le seuil, examinait le bois éclaté. Miss Marple arriva avec Madame Wetherby, son ombrelle sous le bras malgré la bruine. Elle resta un moment immobile, observant silencieusement la prairie. Ses herbes rudes perlées par la pluie, la haie courbée tel un mur végétal. Graves se redressa et se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Eh bien, Miss Marple, vous semblez avoir le don d'apparaître là où les ennuis se préparent. » Elle sourit faiblement. « Je suis simplement le chemin, inspecteur. Et vous? Avez-vous trouvé ce que cherche le malfaiteur? » Pas encore. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. La serrure a été manipulée avec un passe-partout, proprement sans forcer, et à l'intérieur des outils ont été jetés un peu partout. Mais rien ne manque, à notre connaissance. Miss Marple jeta un coup d'œil à l'intérieur. Des râteaux et des bêches étaient emposés dans un coin poussiéreux. Une brouette cassée était renversée. L'air sentait la terre humide et la rouille, mais elle remarqua avec son attention habituelle une tache sombre sur le sol près du mur. Non pas de la terre, mais une légère trace d'huile ou de cirage. « Un endroit curieux pour polir, » remarqua-t-elle. « On dirait presque qu'on y a déposé quelque chose de bien entretenu, pas du tout un outil de jardinage. » Graves suivit son regard. « Je me suis dit la même chose. Mais que pourrait bien vouloir un meurtrier avec un abri de jardin? »« Peut-être, » dit Miss Marple. « Ce n'est pas ce que contient le hangar, mais ce qu'il contenait autrefois, ou ce qu'il est censé cacher. » Chuchotement sous la pluie. Alors que la bruine s'intensifiait, les villageois s'éloignaient, mais leur murmure persistait comme de la fumée. Madame Dacres, toujours prête à enjoliver les choses, déclara avoir entendu des pas près de son portail au petit matin. Madame Willoughby affirma avoir vu une lanterne danser près de la haie, tout en admettant, lorsqu'on la pressa, qu'il pouvait s'agir d'une luciole ou de son imagination. Le major Latham, avec une vivacité militaire, proposa d'organiser une veillée nocturne. « On ne peut pas laisser des bandits rôder, » dit-il. « On n'est pas à Soho. » Sa moustache se hérissa d'indignation, même si Miss Marple remarqua une pointe de malaise sous l'air militaire. Et la jeune Miss Phelps, pâle et les yeux fatigués, s'attardait à la périphérie de la foule, jetant encore et encore des coups d'œil vers le gendarme comme si elle mesurait ses paroles. Une visite à la prison. Cet après-midi-là, Miss Marple persuada l'inspecteur Graves de lui permettre de s'entretenir brièvement avec Henry Carter. Le jeune homme était assis derrière les barreaux étroits du cachot de Marleycombe, le visage tiré mais provocateur. « Je n'ai rien à voir avec ce hangar, » dit-il aussitôt, avant qu'elle puisse parler. « Je n'en ai entendu parler que lorsque le gendarme me l'a dit. » Vous devez me croire, Miss Marple. Je suis peut-être un imbécile, mais je ne suis pas un criminel. Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Je te crois, Henry. Mais tu dois aussi me croire quand je dis que fuir ne prouve jamais l'innocence. Dis-moi, qu'est-ce que Miss Belling t'a gardé ?» Carter hésita puis soupira. « Des papiers, de vieux titres de propriété de Rose Meadow. Il y a un litige concernant le droit de passage. Elle avait promis de les garder en sécurité. Elle avait dit savoir cacher des choses. Mais quand je suis allé les chercher, après sa mort, ils avaient disparu. » « Disparu, » répéta doucement Miss Marple, « et le hangar dont le droit de passage est en cause est maintenant perturbé. C'est très instructif. » Carter se pencha en avant, désespéré. Mademoiselle Belling, elle aimait collectionner les secrets. Elle disait qu'elle détenait les clés du village, et qu'un jour, on les paierait cher. Je croyais qu'elle plaisantait. Mais maintenant, il s'interrompit, la voix basse. Quelqu'un d'autre voulait ces clés. Réflexion du soir. De retour au presbytère, Miss Marple était assise près du feu,
ses aiguilles à tricoter immobiles. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air était empreint de la tension silencieuse d'un souffle retenu. « Encore un trou de serrure, encore une clé, » murmura-t-elle. « Et pourtant, nos clés ne s'adaptent toujours pas. » Madame Witherby leva les yeux de son raccommodage. « Jane, penses-tu qu'Henry est innocent ?» Le regard de Miss Marple était pensif. « Je pense, ma chère, que l'innocence est rarement aussi simple qu'on l'espère. Mais la culpabilité, elle, se cache rarement là où tout le monde la regarde déjà. » Elle se pencha une fois de plus vers son tricot, le doux clic des aiguilles résonnant comme le rythme régulier d'une question, qui, dans les ruelles tranquilles de Rose Hill, possédait les clés qui convenaient, et à quelle porte. Chapitre 6. Les modèles dans le salon. Les jours suivants à Rose Hill se passèrent dans un calme trompeur. Pour un œil non averti, la vie reprit son cours habituel. Des enfants à vélo déambulaient dans les ruelles, des poules grattaient indifféremment dans les jardins des cottages, et Madame Dacres persistait à bavarder à la poste. Mais sous ce calme se cachait un malaise tenace. Les gens baissaient la voix au passage d'étrangers, les portes étaient verrouillées plus tôt dans la soirée, et personne ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé, invisible et attentif. Miss Marple, assise presque tous les après-midi dans le salon du presbytère, semblait se consacrer uniquement au tricot. Ses aiguilles cliquetaient régulièrement, créant de petites rangées nettes de laine grise, tandis qu'elle écoutait les voix de ceux qui allaient et venaient. Et nombreux étaient ceux qui venaient, car le presbytère était un lieu naturel pour les villageois de se défouler. La visite de Madame Willoughby mardi, Madame Willoughby arriva dans un bruissement de soie et un nuage d'indignation. Elle s'affala dans le fauteuil du presbytère telle une douairière à la cour. « Je vais le dire clairement, Jane, » annonça-t-elle, s'adressant à Miss Marple comme si la femme du vicaire n'était qu'une complice. Dora Belling était une menace. Elle s'immisçait dans les affaires de sa femme, trahissait des confidences et se rendait indispensable aux mauvaises personnes. Et maintenant, nous en subissons toutes les conséquences. Miss Marple hocha poliment la tête. On remarque, ma chère, que les gens qui semblent indispensables suscitent souvent du ressentiment. Exactement. Madame Willoughby se pencha en avant, ses perles tremblantes, et elle a eu l'audace de suggérer que mes perles ne me convenaient pas. Imaginez. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Eh bien, la vanité, comme les perles, est souvent enfilée. Vous menacez-t-elle, peut-être ? Madame Willoughby rougit. Certainement pas. Quoique, elle hésita. Elle a bien laissé entendre une fois qu'elle avait des lettres. Des lettres absurdes, écrites au début de mon mariage. Rien d'inconvenant, bien sûr, mais facilement mal interprétées. Naturellement, je lui ai dit de les détruire. Elle a dit qu'elle en avait, même si j'en doute. Miss Marple murmura quelque chose d'apaisant. Mais dans son esprit, elle remarqua un autre fil conducteur dans la tapisserie des secrets. Le chantage, voilé de charme et de divination. La défense du major. Ce soir-là, le major Latham en personne arriva, le dos raide et légèrement parfumé au tabac. Il parle avec la franchise d'un soldat. L'inspecteur Graves se trompe de cible, mademoiselle Marple. Carter est peut-être une tête brûlée, mais ce n'est pas un empoisonneur. L'armée m'a appris à connaître les hommes, et ce garçon n'est pas un tueur. Miss Marple le regarda fixement. Pourtant, Miss Belling vous a prêté de l'argent, n'est-ce pas, major ? Et il est bien connu que l'argent dut altérer le sens de l'honneur. La moustache du major se hérissa. Zut, madame, j'ai emprunté une somme dérisoire une fois, et je l'ai remboursée. Si elle a insinué le contraire, c'était sa malice, pas ma malhonnêteté. De plus, il marqua une pause, baissant les yeux au sol. Elle en savait trop. Sur nous tous. Miss Marple posa son tricot. Oui. Et le problème avec les gens qui en savent trop, c'est qu'ils en savent rarement assez pour se protéger. La maîtresse d'école. C'est mercredi que mademoiselle Phelps arriva, pâle et épuisée, les mains tachées d'encre après avoir corrigé des cahiers. Elle accepta le thé, mais y toucha à peine. « Elle s'est immiscée », dit brusquement mademoiselle Phelps.
Elle m'a donné l'impression que ma vie était sous sa coupe. Elle a dit que si je ne suivais pas ses conseils, elle dirait quelque chose au gouverneur, quelque chose qui me ruinerait. Elle n'a jamais rien dit, seulement fait des allusions. Je n'ai pas pu le supporter. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et pourtant, vous avez supporté, ma chère, ce qui démontre une force que Miss Belling a peut-être mal évaluée. Les jeunes sous-estiment souvent leur propre endurance. Mademoiselle Phelps cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je lui ai dit d'arrêter. J'ai dit que j'irais voir la police si elle refusait. Je crois qu'elle s'est moquée de moi. Et maintenant, elle est morte, et tout le monde me regarde comme si... Elle s'interrompit, frissonnante. Miss Marple lui tapota la main. Allez, allez. La vérité éclatera. Les mensonges, ma chère, sont comme les mauvaises herbes. Ils fleurissent vite, mais ne peuvent cacher éternellement la forme du jardin. Le reflet silencieux de Miss Marple. Une fois les visiteurs partis, Miss Marple resta près du feu, son tricot posé. Elle examina les fils qu'elle avait rassemblés. Henry Carter, téméraire et effrayé, empêtré dans des actes de propriété et un hangar mystérieux. Madame Willoughby, vaniteux, avec des lettres stupides peut-être détenues par Miss Belling. Major Latham, touché par l'indiscrétion financière et l'orgueil. Mademoiselle Phelps, harcelée par de vagues menaces, sa carrière en jeu. Chacun avait ses raisons, mais la raison n'était pas une preuve. Et Miss Marple savait que la preuve ne se trouvait jamais dans ce que les gens proclamaient, mais dans ce qu'ils ignoraient. Elle se leva, regarda par la fenêtre dans l'humidité du soir et se dit doucement « Serrures et clés, mensonges et secrets. Quelqu'un détient la clé qui convient, et j'ose dire qu'il est particulièrement soucieux que personne d'autre ne la trouve. » Et avec cela, elle a décidé de commencer son propre petit piège subtil, un filet non pas de force, mais de psychologie. Chapitre 7. Un rassemblement au presbytère. Le salon du presbytère, habituellement un lieu de civilité tranquille, servit jeudi soir de cadre à une petite expérience. Mademoiselle Marple avait suggéré, si gentiment que Madame Witherby crut que c'était son idée, d'inviter quelques membres du comité de la fête à prendre le thé. Après tout, un semblant de camaraderie rassurerait la paroisse, et rien n'apaise autant un village qu'une théière, un gâteau aux graines, et l'illusion d'une normalité. Les invitations furent dûment expédiées, et c'est ainsi qu'à 4h30, la compagnie était réunie. Madame Willoughby en soie craquante, le major Latham dans ses plus beaux tweeds, Mademoiselle Phelps avec ses cahiers serrés comme une armure, et l'inspecteur Graves, qui arriva sous protestation mais accepta tout de même une tasse de thé. Miss Marple, à sa place habituelle près du feu, tricotait sereinement. En apparence, elle n'était rien de plus qu'une vieille dame placide, se contentant d'observer la vie du village. Mais ses yeux, brillants comme du verre bleu, ne laissaient rien passer. La conversation commence. Le vicaire commença par une prière pour la paix, qui déboucha maladroitement sur des remarques sur la météo. Madame Willoughby orienta bientôt la conversation vers des sujets plus dramatiques. « C'est affreux, déclara-t-elle, de penser que la pauvre Miss Belling a pu mourir ainsi. Mais bien sûr, quand on trafique des secrets, on ne peut guère s'étonner d'avoir des ennuis. » Le major Latham grogna. « C'est elle qui l'a cherché, vous voulez dire. » « Je n'ai rien dit de tel, » rétorqua Madame Willoughby, bien que ses perles frémissent d'emphase. « J'ai juste dit qu'elle avait le don de semer la zizanie. Si on prédit l'avenir, on ne devrait pas être surpris par le malheur. » Mademoiselle Phelps rougit légèrement. « C'était cruel de votre part de parler ainsi, Madame Willoughby. Quels que soient ses défauts, Mademoiselle Belling était un être humain. » Miss Marple leva les yeux de son tricot, d'une voix douce comme du lait. « C'est vrai, ma chère. Et bien souvent on se rend compte que les plus petites méchancetés restent gravées dans les mémoires, parfois assez longtemps pour avoir une grande importance. » Le piège est tendu. Tandis que le thé avançait, Miss Marple orienta la conversation, toujours poliment, toujours indirectement, vers le sujet des clés. Elle fit remarquer de manière abstraite combien il pouvait être difficile de les garder en mémoire dans un foyer,
J'avais une nièce autrefois, dit-elle, qui étiquetait toutes ses clés avec beaucoup de soin. Malheureusement, elle les étiquetait mal. On ne pouvait jamais savoir si on avait pris le garde-manger ou l'armoire à linge. Madame Willoughby rit trop fort. Exactement le genre de bêtises que Dora Belling aurait pu faire. Elle avait cette malle pleine de choses inutiles, des clés de nulle part, comme elle les appelait. Le major Latham fronça les sourcils. C'est absurde. Un soldat garde ses clés en ordre. Miss Phelps ne dit rien, mais sa main tremblait légèrement lorsqu'elle attrapa sa tasse. Miss Marple poursuivit sans se presser. Oui, tout à fait. Et pourtant, je me dis toujours que si l'on trouve une clé qui ne convient pas, il faut se demander, est-ce la mauvaise clé ou la mauvaise serrure? Le silence qui suivit fut bref mais pesant. Madame Weatherby entra précipitamment avec d'autres scones pour le couvrir, mais mademoiselle Marple avait vu ce qu'elle voulait. Une crispation de la mâchoire du major Latham, une lueur d'inquiétude dans les yeux de mademoiselle Phelps et le rire nerveux de madame Willoughby. Inspecteur Crufts. Objet. Après le départ des invités, l'inspecteur Grave s'attarda, visiblement insatisfait. « Vous adorez vos petits tours de passe-passe, Miss Marple, dit-il sans embâge, mais c'est du travail de police. Je ne peux pas arrêter les gens pour des convulsions quand vous parlez de serrures et de clés. Absolument pas, acquiesça Miss Marple, mais les gens ne s'agitent pas sans raison, inspecteur. Ils se trahissent par de petites choses. C'est pourquoi les ragots, bien que pénibles, sont souvent plus fiables que les témoignages. » Il lui lança un regard sceptique. « Et qu'as-tu appris aujourd'hui ?» Miss Marple plia soigneusement son tricot. « Qu'au moins une personne ici sait très bien à quelle serrure correspond la clé manquante, et qu'elle ferait tout pour la cacher. » Réflexion du soir. Plus tard, tandis que le vicaire et sa femme se retiraient, mademoiselle Marple resta un peu plus longtemps près du feu. Elle s'autorisa un léger sourire. Le piège n'était pas encore tendu, mais l'appât était posé. Un mot insouciant, un regard nerveux suffisaient à dénouer les fils du secret, et une fois le fil tiré, tout le tissu de mensonge commençait à se défaire. Elle s'est adossée à sa chaise, ses aiguilles inactives sur ses genoux. « Ce ne sera plus long maintenant, » murmura-t-elle. « Plus longtemps du tout. » Chapitre 8. La coupe amère. La pluie s'était arrêtée vendredi matin, laissant Rose Hill baigné et luisant, comme si le village lui-même tentait de chasser l'ombre qui pesait sur lui. Pourtant, l'ombre ne fit que s'épaissir. En milieu d'après-midi, une nouvelle perturbation survint, un deuxième incident, d'autant plus choquant qu'il touchait une personne connue de tous. Les troubles du presbytère, Miss Marple était dans le salon du presbytère, réparant tranquillement un point tombé, quand Ada fit irruption, le visage pâle sous sa rougeur habituelle. « Pardon, mademoiselle. »« Madame Weatherby. »« Monsieur, c'est mademoiselle Phelps. Elle a été prise d'une drôle de tête à cause de son thé à l'école. On dit qu'elle a failli s'effondrer à son bureau. » Madame Weatherby laissa tomber son tambour à broder avec fracas. « Mon Dieu, pas encore. » Elle se rattrapa et porta une main à ses lèvres. Miss Marple se leva aussitôt. « Ada, va chercher mon châle. Madame Weatherby, il vaut mieux y aller tout de suite. Léonard, tu pourrais peut-être faire venir le médecin. » À l'école. La salle de classe sentait la craie et la laine humide. Mademoiselle Phelps était allongée sur l'étroit canapé du bureau attenant, le visage blême, le souffle court. Une tasse de thé à moitié vide était posée sur le bureau, le bord légèrement marqué. Le médecin du village était déjà arrivé, son sac ouvert, le front plissé. « Pas fatal, Dieu merci », annonça-t-il à l'entrée de Miss Marple, mais quelqu'un voulait faire des bêtises. Le thé était contaminé par quelque chose d'amer, de métallique. Elle l'a remarqué dès la première gorgée. Je lui ai immédiatement administré un vomitif. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la tasse de thé. « Encore une gorgée amère », murmura-t-elle. On se demande si elle lui était destinée, ou si c'était simplement pratique. L'inspecteur Graves apparut quelques minutes plus tard, chapeau à la main, le visage sombre. Il se pencha sur la tasse de thé, renifla et jura doucement. « Encore du poison. »
Par le ciel, ça va réveiller la paroisse. Miss Marple, très calme, demanda « Qui a apporté son thé à Miss Phelps ?» L'institutrice, faible mais consciente, parvint à murmurer « Il m'attendait dans le bureau. Je pensais qu'Ada, la collégienne, l'avait préparé. Elle le fait souvent, mais elle a juré ne pas y avoir touché. » « Alors quelqu'un l'a placé là, » dit doucement Miss Marple, sachant que tu le boirais sans poser de questions. Le village en ébullition. Le soir, Rose Hill était en émoi. Un autre empoisonnement. Et cette fois, celui de l'institutrice elle-même, qui avait toujours été considérée comme respectable, appliquée, presque insipide dans sa fiabilité. Les mères chuchotaient avec anxiété à propos de l'envoi de leurs enfants à l'école. Les pères murmuraient à propos de la nécessité de fermer les portes la nuit. Madame Dacres affirmait que le village était sous le coup d'une malédiction. Monsieur Crosby jura que si l'inspecteur n'arrêtait personne rapidement, il formerait sa propre patrouille. Madame Willoughby déclara avoir toujours soupçonné mademoiselle Phelps d'être mêlée à tout ça, sans toutefois préciser de quelle manière. Le major Latham, rencontré chez l'épicier, déclara haut et fort qu'il était scandaleux que de telles choses puissent se produire sous la surveillance de la police. Il laissa entendre, avec un ton sombre, qu'à son époque, l'armée aurait géré la situation avec plus de fermeté. Une réflexion privée. De retour au presbytère, Miss Marple était assise, son tricot mis de côté, les yeux fixés sur le feu. « 2 incidents empoisonnés, » dit-elle doucement. « L'un mortel, l'autre presque. Pourtant le schéma est le même. Une femme seule, une tasse de thé laissée à portée de main, un goût amer assez alarmant, et des clés, toujours des clés, qui ne vont pas. » Madame Witherby, toujours secouée, demanda « Jane, voulez-vous dire que celui qui a tué Dora Belling essaie maintenant de tuer mademoiselle Phelps ?» Miss Marple joignit les mains. « Peut-être, ma chère, ou peut-être que quelqu'un voulait la faire taire, parce qu'elle savait quelque chose. Quoi qu'il en soit, la main est la même, et ces mains, même si elles versent le thé doucement, tremblent souvent lorsqu'on les presse ainsi. » Elle sourit faiblement, malgré un regard grave. « Il est presque temps, je crois, de tourner la clé dans la bonne serrure. » Chapitre 9. Le cercle se resserre. Le dimanche suivant, les cloches de Saint Luc sonnèrent à Rose Hill, leurs carillons craquant dans l'air automnal. Les villageois, rassemblés dans leurs plus beaux manteaux et chapeaux, paraissaient sereins, mais sous les chants des cantiques vibrait un malaise constant. 2 empoisonnements en autant de semaines avaient anéanti l'illusion de paix. La suspicion s'accrochait au banc aussi sûrement que la poussière. L'inspecteur Graves assista à l'office, sobre, puis s'attarda sur la place de l'église, l'air grave et décidé. La rumeur courait qu'il comptait inculper Henry Carter dans la semaine. Les preuves contre le jeune homme étaient circonstancielles mais accablantes. Sa présence dans la tente de mademoiselle Belling, ses visites furtives à Rose Cottage, ses manières évasives lorsqu'on l'interrogeait sur ses actes et ses hangars. Miss Marple, rentrant chez elle avec madame Wetherby, entendit le murmure des spéculations dans chaque groupe de villageois. Elle remarqua la gravité théâtrale de madame Willoughby, comme si elle répétait déjà son témoignage. La moustache du major Latham se hérissait d'une colère contenue, et la façon dont mademoiselle Phelps gardait la tête baissée, comme si le poids d'un savoir inexprimé la pesait. La décision de l'inspecteur Graves. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves se rendit en personne au presbytère. Il refusa le thé, signe évident d'impatience, et étala ses papiers sur la petite table ronde comme s'il s'agissait de son bureau. « Je vais continuer, Miss Marple, » dit-il fermement. Carter avait un mobile, ses actes, cette histoire de droit de passage. Il en avait l'occasion. Il était le dernier à avoir été avec le défunt, et il avait l'occasion de revenir, à la recherche de ce qui l'incriminait. Quant au thé de Miss Phelps, eh bien, peut-être cherchait-il à la faire taire, sachant qu'elle avait souvent parlé à Belling. Miss Marple écoutait, les mains jointes, les yeux baissés. « Oui, inspecteur, c'est peut-être vrai.
Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser au comportement des jeunes hommes. Ils sont téméraires, certes, mais pas patients. Le poison exige de la patience et une certaine froideur. Henry Carter est impétueux, mais pas impitoyable. Graves fronça les sourcils. « Tu parles de l'un des autres ? Willoughby ? Latham ? L'institutrice elle-même ? Ils avaient tous des griefs, certes, mais aucun n'était aussi urgent. Le sourire de Miss Marple était faible. Les griefs ne sont pas comme les pommes, inspecteur. Ce n'est pas toujours la plus grosse qui tombe la première. Parfois, c'est celle qu'on laisse pourrir dans le tonneau. Un petit rassemblement. 2 soirs plus tard, Miss Marple persuada Madame Witherby d'organiser un dîner de comité au presbytère. Officiellement, il s'agissait de discuter de la tombola de la fête, reportée. En réalité, c'était le lieu choisi par Miss Marple. Autour de la table était assis Madame Willoughby, resplendissante mais tendue. Major Latham, droit et agité. Mademoiselle Phelps, pâle et vigilante. Et par concession, l'inspecteur Graves, qui avait l'air légèrement abusé, mais qui restait tout de même. Au début, la conversation fut polie. Gâteau, abonnement, météo. Puis, doucement, Miss Marple changea de sujet. « C'est curieux, dit-elle, que les serrures et les clés occupent une place si importante dans cette affaire. La pauvre Miss Belling avec sa malle pleine de clés inutiles, le cambriolage de son cottage, la remise de Rose Meadow. On peut se demander qui savait quelle clé comptait vraiment. » Son regard parcourut doucement la table. Madame Willoughby rougit, jouant avec ses perles. Le major Latham se raidit. La tasse de thé de mademoiselle Phelps cliqueta dans sa soucoupe. « J'avais une nièce autrefois, » poursuivit Miss Marple d'un ton placide, qui cachait son journal intime dans un coffret fermé à clé. Mais elle laissait la clé bien en vue, sauf qu'elle y attachait une étiquette provenant d'une serrure bien différente. Personne n'a pensé à essayer, voyez-vous, jusqu'au jour où quelqu'un l'a fait. Le silence était tranchant comme une aiguille. L'inspecteur Graves l'interrompit d'une toux. « Les histoires de salon, Miss Marple, aussi intelligentes soient-elles, ne vous mèneront pas à une condamnation. »« Non, » acquiesça doucement Miss Marple, « mais ils peuvent montrer qui se sent mal à l'aise en les entendant. Et c'est parfois un meilleur début, inspecteur. » Réflexion du soir. Une fois les invités partis, le vicaire s'inquiéta que le souper n'ait guère apaisé les tensions au village. Madame Witherby trouvait les propos trop sombres. Miss Marple, cependant, était satisfaite. Elle avait observé les visages, mesuré les silences, remarqué les mains qui tremblaient et les voix qui devenaient aiguës. Le schéma était plus clair maintenant. La serrure, croyait-elle, était presque ouverte. Bientôt, murmura-t-elle en posant son tricot. Très bientôt. Chapitre 10. Les clés qui ne correspondaient pas. C'est le mardi suivant que le coup de théâtre se produisit, aussi soudain qu'une rafale de vent faisant claquer des volets. L'inspecteur Graves, raide et sérieux, convoqua Miss Marple à Rose Cottage. Le serrurier avait enfin fini de trier l'étrange trousseau de clés retrouvé dans la malle de Miss Belling. « Très inutile, » marmonna Graves en la faisant entrer. « Des serrures d'armoire, un vieux bureau, une armoire depuis longtemps en ruine. Rien de tout cela ne rentrait dans son bureau, ni dans la malle. Un ramassis de bric-à-brac, comme tu l'as dit. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Ah, mais les collections, inspecteur, sont rarement aussi étranges qu'elles le paraissent. On garde ce qui nous plaît, ou ce qui compte. » Le serrurier, un homme patient portant des lunettes métalliques, disposa les clés en rangée. Miss Marple se pencha sur elle. Ses mains ne se touchèrent pas, mais son regard s'attarda sur l'une d'elles en particulier. Petite, en laiton, et lisse au niveau du nœud. Son étiquette, une encre délavée sur un bout de carton, disait Rose Cottage. « Bureau. Mais ça ne rentre pas dans le bureau, » a déclaré Graves. « Nous avons essayé 2 fois. » Miss Marple pencha la tête. « Peut-être pas ce bureau, mais pourquoi supposer que l'étiquette est honnête ? La pauvre Miss Belling n'était pas réputée pour son honnêteté. » Elle prit la clé et la tint délicatement. « Puis-je tenter une petite expérience ? »
le cadenas caché. Ils se rendirent au salon du cottage. Miss Marple avançait lentement, son regard rivé sur le bureau à cylindre, puis sur les plaintes. Elle tapota doucement le bois avec la férule de son parasol, tendant l'oreille. Elle s'arrêta bientôt près de l'âtre. « Voilà, » dit-elle doucement. « Le son est creux. » L'inspecteur Graves parut sceptique, mais à sa demande, il s'agenouilla et tira. Une planche mal fixée se décala, révélant une petite cavité. À l'intérieur se trouvait une étroite boîte en fer blanc, verrouillée. La petite clé en laiton glissa dans sa serrure avec la facilité d'une longue connaissance. La boîte s'ouvrit pour révéler un paquet de lettres bien rangées, reliées par un ruban, et en dessous, le plus accablant, un acte juridique plié, à l'encre pâle mais lisible. « Rose Meadow », souffla Graves, « un transfert, de Deckers à Belling. Par le ciel, elle possédait le champ. Et avec ça, murmura Miss Marple, le droit de contester le passage. De telles choses peuvent avoir beaucoup de valeur, inspecteur, plus que de l'argent prêté ou des lettres d'amour conservées. Le véritable but des clés. La découverte se répandit comme une traînée de poudre à Rose Hill. Dora Belling, diseuse de bonne aventure et colporteuse de ragots, n'avait pas seulement collectionné des secrets. Elle avait rassemblé pouvoir. Les clés inutiles n'étaient pas inutiles du tout. C'étaient des leurres, des étiquettes destinées à semer la confusion, à suggérer une excentricité inoffensive. Mais parmi elles se trouvait celle qui comptait, la clé de son véritable pouvoir. Car avec cet acte, Mademoiselle Belling pouvait exiger faveur, silence ou argent de quiconque avait besoin de la prairie pour la vendre ou la faire passer. Et Henry Carter, pris dans des négociations concernant la terre elle-même, se retrouvait désormais empêtré plus profondément qu'auparavant. Un village divisé. Les rumeurs devinrent cruelles. Certains affirmaient que Carter avait commis un meurtre pour éviter d'être démasqué. D'autres murmuraient que Mademoiselle Phelps en savait plus qu'elle ne l'admettait. Quelques-uns, plus audacieux encore, laissaient entendre que le major Latham avait de bonnes raisons. Il avait investi dans des transactions foncières qui avaient mal tourné, et Mademoiselle Belling le lui avait souvent rappelé. Madame Willoughby, bien sûre, déclara qu'elle avait toujours soupçonné Dora de malversation, et que cette découverte le prouvait. Elle n'expliqua cependant pas pourquoi elle avait été vue un jour entrer dans le cottage après le crépuscule. L'enquête de l'inspecteur Graves se resserra. Avec l'acte comme mobile, Carter semblait condamné. Le reflet de Miss Marple. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu du presbytère, son tricot posé sur ses genoux. Les voix des Witherby s'élevaient et s'atténuaient. Inquiétude, indignation, compassion. Mais elle écoutait moins leurs paroles que ses propres pensées. « Oui, » murmura-t-elle, « les clés qui ne convenaient pas n'étaient pas censées convenir. Elles étaient censées nous distraire. Et maintenant nous savons ce qu'elles cachaient. Mais la question demeure, qui a eu peur de ces lettres et de ces actes au point de tuer ?» Elle sourit faiblement, comme à la mémoire d'un souvenir intime. « Ce ne sera plus long. Encore un peu de pression, et le verrou tournera. » Chapitre 11. Le piège est tendu. Le jeudi soir suivant, le salon du presbytère accueillit une nouvelle fois une réunion. Madame Witherby était persuadée, même si elle croyait que c'était entièrement de sa faute, que le meilleur moyen de rassurer l'esprit du village était d'organiser un nouveau dîner. Mademoiselle Marple était assise tranquillement près du feu, son panier à tricot à ses pieds, tandis que Madame Witherby s'occupait du linge de table et que le pasteur répétait une prière qui apaiserait les esprits et détournerait les soupçons. Mais le véritable but de la soirée n'était connu que de Miss Marple. Les invités se rassemblent, Madame Willoughby arriva la première, ses perles scintillant avec défi, comme si elle les portait maintenant malgré le fantôme de Dora Belling. Elle s'assit à l'endroit où la lumière de la lampe pouvait l'éclairer au mieux. Le major Latham le suivit, droit et raide, la moustache hérissée. Il salua gravement le vicaire,
puis se tint à la fenêtre comme sur un terrain de parade. Mademoiselle Phelps arriva ensuite, pâle et nerveuse, les mains crispées sur un cartable de copie qu'elle prétendait corriger. Son regard parcourut rapidement la pièce, s'attardant trop longtemps sur les tasses de thé disposées sur le plateau. L'inspecteur Graves arriva le dernier, grommelant mais docile. Il portait son carnet et un crayon déjà taillé, déterminé à ne pas se laisser berner par les intrigues du village. Une conversation autour d'un dîner. Le repas commença dans le silence, interrompu seulement par le cliquetis des couverts et le bavardage inquiet de Madame Wetherby sur le succès des boutures de rosiers dans son jardin. Finalement, Mademoiselle Marple leva les yeux de son assiette et parla doucement. « C'est étrange, n'est-ce pas, comme de petites choses deviennent grandes. Une dispute à propos d'un sentier, une clé égarée, une lettre insensée. On pourrait croire que ce sont des broutilles. Et pourtant, voyez ce qu'elles sont devenues. » Madame Willoughby poussa un soupir dramatique. Du chantage, Jane. C'était ça. Elle collectionnait nos faiblesses comme des timbres. Et pourquoi? Être assassinée sous une tente? Je ne la plains pas. Le major Latham grogna. Je ne comprends pas que les femmes s'adonnent à ce genre de choses. Le poison, c'est l'arme des lâches. Un homme affronte son adversaire. Mademoiselle Phelps murmura à voix basse. Peut-être que la lâcheté et la peur sont la même chose, Major. La peur fait faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Sa main tremblait lorsqu'elle posa sa fourchette. Les sources du piège Miss Marple se pencha en avant, l'air d'une légère curiosité. Oui, la peur est puissante, aussi puissante que la vanité ou l'orgueil. Mais il y a quelque chose de plus fort encore, n'est-ce pas? La peur d'être exposé. Car quoi de plus terrifiant que l'idée de voir un secret révélé? Son regard allait d'un visage à l'autre. Madame Willoughby pâlit. Le major s'agita, mal à l'aise. Mais ce fut Mademoiselle Phelps qui hésita, le souffle coupé, les yeux écarquillés. Miss Marple poursuivit d'une voix calme et posée. Miss Belling a été tuée parce qu'elle détenait une clé parfaitement adaptée. Pas celle en laiton indiquant au bureau, ni celle en fer de la remise, mais la clé d'une vie que quelqu'un souhaitait désespérément garder sous clé. Et si Miss Phelps a failli mourir, c'est parce qu'elle avait trop deviné, ou parce qu'elle savait déjà. Le silence était si complet que même l'horloge sur la cheminée semblait hésiter avant de sonner le quart d'heure. Le cartable de Mademoiselle Phelps glissa de ses genoux, répandant des cahiers sur le tapis. Elle ne se pencha pas pour les récupérer. Ses lèvres tremblaient, et ses mains se tordaient, comme si elle cherchait à rester immobile. L'inspecteur Graves se leva à demi, les yeux rivés sur elle. Mais Miss Marple leva une main apaisante. « Pas encore, inspecteur, » dit-elle doucement. « La vérité apparaît toujours plus sûrement lorsqu'on la laisse entrer dans la lumière plutôt que de la forcer. » Fin de soirée. La réunion prit fin peu après. Madame Willoughby partit dans une agitation dramatique, le major avec une courtoisie guindée. Mademoiselle Phelps, pâle comme un parchemin, s'excusa tôt. Seul l'inspecteur Graves s'attarda, l'air sombre. « Vous la faites trembler, Miss Marple. » Mais trembler n'est pas une confession. Miss Marple plia son tricot avec un léger sourire. « Non, inspecteur. Mais c'est le premier tour de clé. Demain, peut-être, la serrure s'ouvrira complètement. » Elle regarda le feu, le regard pensif. Il faut être patient avec les serrures, surtout celles qui protègent un cœur coupable. Chapitre 12. Le verrou tourne. Le lendemain matin, après un souper agité, Rose Hill se réveilla avec le calme fragile qui précède souvent une tempête. Les ragots étaient plus vifs que jamais, moins centrés sur Henry Carter, toujours en proie à la misère dans la prison de Marleycombe, que sur Mademoiselle Phelps. Son visage pâle et ses mains tremblantes au presbytère n'étaient pas passés inaperçus. Les villageois murmuraient que l'institutrice n'était pas tout à fait elle-même, qu'elle avait l'air hanté. Miss Marple, qui a fait une petite promenade dans les ruelles du village après le petit déjeuner, a entendu suffisamment d'extraits pour remplir un carnet. Elle a bu le poison mais n'est pas morte. C'est étrange.
Elle était toujours restée secrète, celle-là. Les secrets, tu sais. Peut-être qu'elle et Carter étaient dans le même bateau. Elle écoutait, hochait la tête et retenait chaque mot. Les ragots, se disait-elle souvent, étaient comme de la fumée, irritants, parfois obscurs, mais toujours surgissant d'un incendie quelque part. La frustration de l'inspecteur Graves. À midi, l'inspecteur Graves se présenta au presbytère. Son visage était figé, ses manières brusques. « Ça ne va pas, Miss Marple, » dit-il sans préambule. « Il me faut une mission. Mes supérieurs me pressent d'agir. Carter est facile, mais cette fille, Phelps, il y a quelque chose. Vous l'avez vue hier soir. Elle est au bord de l'évanouissement. Je pourrais la faire venir. » Miss Marple leva les yeux de son tricot avec un léger reproche. « Mon Dieu, inspecteur, une confession trop insistante est comme un pudding trop cuit, à peine prêt à être servi. Non, ce qu'il vous faut, c'est que la vérité se révèle, et elle le fera, si l'occasion s'en présente. »« Et quelle serait cette occasion ?» demanda-t-il. Miss Marple sourit faiblement. « Une clé, inspecteur. La bonne clé, dans la bonne serrure. » Le rassemblement du presbytère. Le soir même, sous prétexte de vérifier les comptes de la fête, mademoiselle Marple organisa une autre réunion au presbytère. Madame Willoughby entra avec une dignité tragique. Le major Latham suivit, l'air figé par un orgueil offensé, et mademoiselle Phelps, réticente mais complaisante, entra les yeux baissés. L'inspecteur Graves était également présent, grâce à l'insistance discrète de mademoiselle Marple. Une fois assis, Miss Marple parla de sa manière douce et précise. « Mes amis, nous avons tous été bouleversés par la mort de Dora Belling et par l'agression de mademoiselle Phelps. Il y a eu une telle confusion au sujet des clés et des serrures, des lettres et des actes, que j'ai pensé qu'il serait peut-être bon de mettre de l'ordre dans tout cela. » De la petite table d'appoint, elle sortit l'étroite boîte en fer blanc découverte sous le plancher de Rose Cottage. Grave se raidit, mais la laissa faire. Miss Marple avait insisté plus tôt sur le fait qu'il était temps d'en prendre le contenu. « Ces lettres, dit-elle doucement, montrent à quel point mademoiselle Belling tenait nombre d'entre vous sous son emprise. De l'argent dû, des lettres écrites, des secrets insensés mais précieux. Elle se délectait de telles choses. Mais ce ne sont pas les lettres qui lui ont coûté la vie, c'est cela. » Elle brandit l'acte de propriété plié de Rose Meadow. Des cris de surprise parcoururent la pièce. « Elle possédait la prairie, » poursuivit Miss Marple, et avec elle le droit de décider de son avenir. Pour l'un d'entre vous, ce geste était synonyme de ruine. Il fallait donc réduire Miss Belling au silence. La révélation. Le silence qui suivit fut pesant comme un caveau d'église. Madame Willoughby tremblait visiblement. La moustache du major Latham se hérissait comme une haie sous la tempête. Mais le regard de mademoiselle Marple se posa doucement sur l'institutrice. « C'était vous, n'est-ce pas, mademoiselle Phelps ?» dit-elle doucement. La jeune femme laissa échapper un hoquet haletant. « Non, je... » Sa voix trembla. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Je voulais juste l'arrêter. Elle savait pour mon frère. Il avait falsifié un papier, il y a des années. Elle l'a découvert. Elle a dit qu'elle le dirait au gouverneur si je ne faisais pas ce qu'elle demandait. Elle voulait me ruiner. Je ne pouvais pas le supporter. » La voix de Miss Marple était posée, quoique teintée de tristesse. « Et vous lui avez donc préparé une tisane, avec une poudre que vous aviez conservée de la pharmacie de votre père. Vous pensiez que cela ressemblerait au destin, à une crise d'épilepsie. Mais vous avez oublié que le poison laisse des traces. » L'inspecteur Graves se leva brusquement. « Alors, la deuxième tentative, le thé à votre bureau, c'était aussi votre faute ?» Mademoiselle Phelps secoua la tête, les yeux hagards. « Non, ce n'était pas moi, je le jure. On a essayé de m'empoisonner. Peut-être pour me faire taire, une fois les soupçons dissipés. Je voulais seulement l'empêcher de détruire ma vie. » Sa voix se transforma en sanglots. Le calme de Miss Marple. Miss Marple soupira doucement, les mains jointes sur ses genoux. « Voilà, vous voyez, inspecteur. La peur, l'orgueil et le désespoir, voilà les vrais coupables. Miss Phelps n'était pas méchante, seulement effrayée.
Mais le poison, une fois libéré, ne fait pas la différence entre la peur et la malice. Il ne fait que tuer. Graves, l'air dur, fit un geste vers l'agent qui attendait dehors. Mademoiselle Phelps fut emmenée, ses sanglots résonnant faiblement dans le couloir. Madame Willoughby s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle, murmurant qu'elle avait toujours eu pitié de la jeune fille. Le major Latham marmonna quelque chose comme quoi les femmes seraient trop faibles pour résister à la pression. Mais Miss Marple resta assise, immobile, l'air pensif, car au fond d'elle-même, elle savait que le verrou avait été tourné, mais pas encore complètement. Car qui avait placé la coupe empoisonnée dans le bureau de Miss Phelps? Et pourquoi? Ce mystère, pensait-elle, attendait toujours sa clé. Chapitre 13. La clé finale. Le village de Rose Hill, pourtant paisible en apparence, était en effervescence. L'arrestation de mademoiselle Phelps avait satisfait le sens du devoir de l'inspecteur Graves, mais les villageois étaient loin d'être sereins. Les enfants chuchotaient aux portes de l'école. Les parents se demandaient à voix haute si leur gouvernante n'était pas coupable, et madame Willoughby déclarait à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours su que quelque chose clochait avec ses lunettes et cette bouche pincée. Pourtant, Miss Marple, assise au presbytère avec son tricot, était loin d'être satisfaite. Quelque chose la troublait. Le thé empoisonné laissé dans le bureau de Miss Phelps. Si la jeune institutrice avait avoué le meurtre de Dora Belling, pourquoi aurait-elle tenté de s'empoisonner? Non, cet acte avait été commis par une autre main. Une main qui craignait que Miss Phelps ne parle trop. La satisfaction de l'inspecteur Graves se rendit au presbytère pour faire son rapport. Elle a avoué, Miss Marple. Clairement. Elle a dit avoir glissé la poudre dans la tisane de Belling à la fête. Je la ferai comparaître devant le magistrat d'ici la fin de la semaine. Affaire classée. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Les aveux, inspecteur, c'est comme des bas tricotés. Ils couvrent, mais ne sont pas toujours à la taille. Graves fronça les sourcils. Que proposes-tu maintenant? La culpabilité de mademoiselle Phelps explique un décès, dit doucement mademoiselle Marple, mais pas l'attentat contre sa vie. Quelqu'un d'autre a placé cette tasse empoisonnée dans son bureau. Si vous vous contentez d'une demi-vérité, inspecteur, alors reposez-vous. Mais je ne pense pas que tout le village dormira aussi profondément. La deuxième ombre. Ce soir-là, mademoiselle Marple demanda à madame Witherby d'inviter à nouveau madame Willoughby et le major Latham au presbytère. Elle expliqua qu'elle souhaitait régler certains comptes de conscience. Le couple arriva à contre-cœur. Madame Willoughby raide d'indignation, le major sur la défensive et sec. L'inspecteur Graves était également présent, sur l'insistance de mademoiselle Marple. « Mes amis, commença doucement Miss Marple, nous avons admis que Miss Phelps, dans sa peur et son désespoir, avait empoisonné Miss Belling. Mais il reste la deuxième coupe, celle qui a failli lui coûter la vie. Je pense que ce n'était pas l'œuvre de Miss Phelps. » Madame Willoughby eut un rire cassant. « Vous ne voulez tout de même pas insinuer. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, « je le sais, cette coupe était destinée à la faire taire avant qu'elle ne révèle ce qu'elle savait. » Ton visite à Rose Cottage, madame Willoughby. Le visage de la femme perdit toute couleur. C'était ces lettres que vous redoutiez le plus, poursuivit Miss Marple. Non pas le titre de propriété de Rose Meadow, ni les dettes d'honneur, mais vos premières lettres insensées, des lettres qui risquaient de ridiculiser votre mariage et votre position, lorsque Miss Phelps résista fermement aux menaces de Dora. Vous saviez qu'elle pourrait parler de ce que Dora avait confié. Alors vous avez essayé de la faire taire avec du poison. La salle était silencieuse. Le major Latham le fixait, stupéfait. L'inspecteur Graves se pencha en avant, son crayon en main. Les mains de madame Willoughby tremblaient sur ses perles. C'était juste pour l'effrayer, juste assez pour la rendre malade. Je n'ai jamais voulu. Le ton de Miss Marple était presque bienveillant. Le poison n'est pas une chose qu'on mesure avec bienveillance, ma chère. Il tue aussi sûrement qu'il menace. Dora Belling est morte de peur et d'avidité, Miss Phelps de peur et de désespoir, et vous de peur et de vanité.
C'est toujours la peur, en fin de compte, qui fait tourner la clé. Conséquence, Madame Willoughby s'effondra sur la chaise du presbytère, sanglotant dans son mouchoir. L'inspecteur Graves, désormais grave, ordonna son arrestation discrète. Le major Latham murmura un juron sous sa moustache, et Madame Witherby, pâle et secouée, murmura des prières. Miss Marple, redevenue sereine, rassembla son tricot. « Tant de clés, dit-elle doucement, mais une seule convenait vraiment. Et c'était la peur, la clé maîtresse qui ouvre tous les cœurs. » Chapitre 14. Après la tempête. Le scandale qui avait tant secoué Rose Hill s'estompa, comme le font toutes ces tempêtes, laissant le village plus calme, un peu apaisé, mais toujours lui-même. Les cloches de Saint-Luc sonnèrent comme avant, les poules grattèrent dans les jardins, et le bureau de poste redevint un lieu où les ragots revinrent à la tranquillité, entre tout, pommes de terre et météo. Madame Willoughby, dont l'arrestation spectaculaire avait autant enthousiasmé la paroisse scorifiée, fut discrètement emmenée devant le tribunal. Interrogée par l'inspecteur Graves, elle avait avoué suffisamment de choses pour étayer l'affaire, tout en affirmant, en larmes et avec insistance, qu'elle n'avait jamais eu de réelles intentions de nuire. Ses perles, autrefois son armure, étaient restées sur sa coiffeuse, triste souvenir d'une vanité défaillante. Mademoiselle Phelps, bien que profondément bouleversée, fut épargnée par le poids de la justice. L'inspecteur Graves, guidé par les conseils discrets de Mademoiselle Marple, la présenta comme une femme poussée par le désespoir, son acte constituant une faute grave, mais non motivée par la malveillance. Les magistrats, influencés par ses aveux et sa fragilité, recommandèrent à la clémence. Elle démissionna bien sûr de son poste à l'école, mais on raconta qu'un cousin éloigné du Devon lui avait offert refuge et un nouveau départ. Henry Carter, libéré, traversait le village, la tête haute, mais les yeux baissés. Il avait été épargné par la disgrâce, mais la trace du soupçon persistait. Miss Marple, l'apercevant un matin près du pré, lui posa doucement la main sur le bras. « Tu ne dois pas croire, mon cher, que l'innocence est un gaspillage, » lui dit-elle gentiment. « On peut en douter un temps, mais elle finit toujours par se prouver. Vis décemment, et Rose Hill oubliera bien vite ses doutes. » Le jeune homme, la voix épaisse, murmura ses remerciements. Miss Marple explique. Le dernier soir de son séjour au presbytère, une petite compagnie se réunit dans le salon. Le vicaire et sa femme, l'inspecteur Graves, et Miss Marple près du feu avec son tricot. « C'était vraiment très simple, » dit Miss Marple, ses aiguilles cliquetant doucement. Miss Belling tenait trop de vie entre ses mains. Miss Phelps craignait pour sa carrière et le nom de son frère, et alors, imprudemment, misérablement, elle versa du poison dans une coupe. Mais Madame Willoughby, ah, sa peur était d'une autre nature. Pas la ruine en fait, mais le ridicule. La vanité peut être un aiguillon aussi aigu que la nécessité. Elle chercha à faire taire Miss Phelps, de peur que les ragots ne révèlent ses lettres au grand jour. Graves secoua la tête. « Je vous l'accorde, Miss Marple. Vous l'avez vu bien avant moi. J'ai cru Carter coupable, puis Phelps. Mais vous... » Il s'interrompit, mi-refusant, mi-admiratif. « Vous avez observé leur visage quand vous avez parlé de clés. » Miss Marple sourit faiblement. « Le visage des gens est très révélateur, inspecteur, et le cœur des gens encore plus. Dora Belling collectionnait les clés qui ne rentraient non pas. Mais la peur, voyez-vous, est toujours la clé qui rentre. » Adieu à Rose Hill. Le lendemain matin, Miss Marple prépara son petit sac et se prépara à retourner à St. Mary Mead. Madame Witherby s'occupa des sandwichs pour le voyage. Le vicaire lui serra chaleureusement la main, et Ada porta sa valise jusqu'à la porte avec une dévotion maladroite. Alors que le train quittait la petite gare, Miss Marple s'installa à son siège, son tricot à nouveau sur ses genoux. Elle regarda les haies défiler, l'air calme et pensif. « Un meurtre dans un village tranquille, » murmura-t-elle doucement. « Toujours pareil. Du thé, des roses et des sourires polis dissimulant les peurs les plus sombres.
Pourtant, la vie continue. C'est toujours le cas. Elle prit ses aiguilles et commença à tricoter, le rythme régulier aussi apaisant que le bruit des roues du train. Derrière elle, Rose Hill retrouvait sa paix fragile. Devant elle se trouvait Saint Mary Mead et les petites énigmes qui l'y attendaient. Chapitre 15. Épilogue. Souvenir de Rose Hill. Les mois qui suivirent apportèrent une saison plus douce à Rose Hill. Les vents hivernaux avaient dissipé les derniers murmures de scandale et, au début du printemps, le village s'était à nouveau enveloppé dans la routine. La verdure était nette, les boutiques animées, et le comité des fêtes, imperturbable, planifiait déjà l'événement de l'été prochain, comme si aucune ombre ne s'était jamais abattue. Henry Carter, bien que toujours l'objet de regards obliques occasionnels, travaillait assidûment à son agence immobilière. Sa jeunesse et sa détermination apaisèrent peu à peu la méfiance. À Pâques, même M. Crosby avait admis à contre-cœur que le jeune homme était assez solide, quoiqu'un peu précipité. Certains disaient qu'il pourrait encore faire un bon parti, mais l'absence de Mlle Phelps étouffa ces spéculations. On se souvenait de Mlle Phelps avec un mélange de pitié et de malaise. Des lettres arrivaient de temps à autre du Devon à Rose Hill, de brefs mots de gratitude, mais jamais de détails. Ceux qui étaient enclins à la gentillesse parlaient d'elle comme d'une femme sauvée. D'autres secouaient la tête et disaient « Mieux vaut partir ». Les enfants ne murmuraient plus rien à propos du poison aux portes de l'école, car de nouveaux maîtres étaient arrivés, et l'arithmétique était redevenue le seul supplice. Le major Latham resta dans son cottage, raide comme toujours, même s'il parlait rarement de l'affaire. Il arpentait les ruelles avec une précision militaire, mais une ombre brillait dans ses yeux, comme si le souvenir de l'emprise de Dora Belling sur lui ne s'était jamais complètement relâché. La maison de Madame Willoughby était close, ses perles disparues, son nom prononcé à voix basse. Pourtant, son histoire devint, avec le temps, partie intégrante de l'histoire de Rose Hill, un récit édifiant, raconté autour d'une tasse de thé, sur les dangers de la vanité et des secrets. Miss Marple réfléchit. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple entretenait son jardin, correspondait avec les Witherby et tricotait sans relâche tout l'hiver. Quand les visiteurs remarquaient sa tranquillité, elle souriait. Mais au fond d'elle-même, elle pensait souvent à Rose Hill. « Voyez-vous, un meurtre, se disait-elle en taillant ses rosiers, n'est jamais vraiment extraordinaire. Il naît d'un terrain très ordinaire. La peur, la vanité, la cupidité, serrures et clés, secrets et mensonges. Les apparences peuvent varier, mais le schéma est toujours le même. » Et lorsque le printemps revint et que les roses de son jardin s'ouvrirent à nouveau, Miss Marple sourit doucement, comme si elle détenait la clé pour comprendre non seulement Rose Hill, mais la nature humaine tout entière. Chapitre 16. Une coda silencieuse. C'était à nouveau le milieu de l'été avant que Rose Hill ne se dissipe complètement de l'ombre de son hiver sombre. La fête, reportée puis débattue sans fin, fut enfin relancée. Des banderoles flottaient, des enfants dansaient, et une fanfare jouait, comme si les notes elles-mêmes rassuraient que tout allait bien. Pourtant, ceux qui s'en souvenaient ne pouvaient y passer devant la tente de la diseuse de bonne aventure sans frissonner. Cette année, il n'y avait pas de diseuse de bonne aventure, et il n'y en aurait plus. Les villageois avaient pris de nouvelles habitudes. La suspicion s'était muée en anecdote. Le scandale s'était adouci en histoire. Un étranger de passage à Rose Hill n'aurait peut-être jamais deviné qu'on avait autrefois versé du poison dans des tasses de thé sur cette même pelouse. Mais ceux qui y vivaient le savaient. Ils avaient vu ce que les secrets pouvaient engendrer et ce que la peur pouvait pousser un voisin à faire. Au presbytère, Madame Witherby parlait souvent de sa chère amie Jane Marple, expliquant que tout cela était dû à son bon sens et à sa discrétion. Le pasteur hochait gravement la tête, ajoutant que le don de Mademoiselle Marple résidait dans sa profonde compassion pour la faiblesse humaine. Ada, la servante, racontait à qui voulait l'entendre que,
La vieille dame le savait depuis le début, rien qu'en le voyant, ce qui, d'une certaine manière, n'était pas si éloigné de la vérité. Miss Marple à la maison. De retour à St. Mary Mead, la vie de Miss Marple reprit son cours paisible. Les réunions de l'Institut féminin, un peu de jardinage, quelques visites et toujours son tricot. Pourtant, de temps à autre, elle s'arrêtait, aiguille à la main, pour réfléchir. Le souvenir de Rose Hill lui restait gravé dans la mémoire, non seulement du crime, mais du village lui-même, si semblable au sien et pourtant si différent. Elle pensait souvent à Miss Phelps, renvoyée honteuse, mais avec peut-être une chance de repartir à neuf, à Henry Carter qui pourrait encore prospérer, au Major Latham et à Madame Willoughby, tous deux abattus dans leur orgueil, et à Dora Belling, dont l'intelligence l'avait finalement piégée. C'est toujours pareil, songea Miss Marple un après-midi tranquille, le cœur humain, avec ses peurs et ses folies. On s'imagine que le mal est rare, mais il ne s'agit que de motivations ordinaires sous des apparences extraordinaires. Une clé, une tasse de thé, un mot imprudent, c'est tout ce qu'il faut. Réflexion de clôture. Les roses de son jardin fleurissaient comme toujours, roses et parfumées au soleil. Miss Marple, appuyée sur sa canne, les respira et sourit faiblement. Oui, la vie continuait. Les verrous de la nature humaine ne changeraient peut-être jamais, mais elle, au moins, avait appris à écouter le cliquetis des serrures et à reconnaître la clé qui convenait. Et ainsi, tranquillement, sereinement, les journées de Miss Marple reprirent leur rythme, jusqu'à ce que le prochain village, que ce soit Rose Hill, St. Mary Mead ou une autre paroisse endormie, vienne à nouveau la voir.